Ce jour-là, sous la pluie, j'ai compris ce que signifiait être seule au monde. Je m'appelle Faustine, j'ai 61 ans, et voici l'histoire que je n'aurais jamais imaginé devoir raconter. C'était un mardi d'octobre, le ciel était gris, comme si même la nature savait qu'elle assistait à quelque chose de terrible. Pas la mort d'Henri, non. Mon mari était parti en paix, après 40 ans de mariage. Ce qui était terrible, c'était le silence autour de son cercueil. J'étais seule. Seule dans cette chapelle froide qui sentait l'encens et la tristesse. Seule devant ce bois verni qui contenait l'homme de ma vie. Les bancs derrière moi étaient vides. Quelques voisins étaient repassés plus tôt, avaient murmuré des condoléances polies, puis étaient repartis. Mais mes 3 fils, Antoine, Julien, Mathieu, eux, ils n'étaient pas là. La veille, je les avais appelés un par un. Antoine avait répondu en premier. « Maman, j'ai un dîner important demain soir. Un client de Dubaï. Tu comprends, c'est mon avenir professionnel. » Julien avait été plus direct. « Écoute maman, Chloé a organisé une soirée pour son anniversaire depuis des mois. Je ne peux pas annuler maintenant. » Et Mathieu, mon Benjamin, celui que j'avais bercé pendant des nuits entières quand il faisait de l'asthme, il avait simplement dit « Laisse de drame, maman. Papa est déjà mort. Ça ne fera pas de différence qu'on soit là ou pas. Ça ne fera pas de différence. » Ces mots sont restés suspendus dans l'air, comme une gifle qu'on ne voit pas venir, mais qui fait mal pendant des jours. J'ai raccroché sans rien ajouter. J'ai regardé mon téléphone un long moment, assise dans la cuisine où Henri et moi avions pris notre café chaque matin pendant 4 décennies. Puis j'ai enlevé mon alliance. Je l'ai posée sur la table. Mes mains tremblaient. Le lendemain, à 15 heures, le prêtre a commencé la cérémonie. Il avait l'air gêné. Il jetait des coups d'œil vers l'entrée, comme s'il espérait encore voir arriver quelqu'un. Mais personne n'est venu. Henri Laporte était un homme bon, un père aimant, disait-il. J'écoutais à peine. Je fixais le cercueil. Je pensais à tous ces dimanches où Henri emmenait les garçons au parc, à toutes ces nuits où il les attendait, inquiet, quand ils sortaient, à cet argent qu'il avait prêté, donné en vérité, pour leurs études, leurs premiers appartements, leurs erreurs. Et eux, ils avaient choisi des fêtes. Après la cérémonie, le gardien du cimetière m'a aidé à porter les fleurs. Il ne m'a rien dit, mais j'ai vu de la pitié dans ses yeux. Cette pitié qu'on réserve aux vieilles femmes abandonnées. Je suis rentrée chez moi. La maison était trop grande, trop silencieuse. J'ai posé mon sac, j'ai enlevé mes chaussures noires. Et là, sur la table de l'entrée, j'ai vu l'enveloppe. L'enveloppe que le notaire m'avait remise 3 jours plus tôt. Le testament d'Henri. Je ne l'avais pas encore ouvert. Je n'avais pas eu la force. Mais ce soir-là, dans cette maison vide, j'ai pensé, peut-être qu'Henri a quelque chose à me dire. J'ai pris l'enveloppe, je l'ai posée devant moi, et j'ai compris que tout ce que je croyais savoir sur ma vie était sur le point de changer. Parfois, on fait confiance à ceux qui ne la méritent pas. Et vous, avez-vous déjà été déçu par quelqu'un que vous aimiez? Racontez-moi votre histoire dans les commentaires, j'aimerais vous lire. J'ai ouvert une bouteille de vin, un Bordeaux que Henri gardait pour les grandes occasions. Je me suis dit que si ce soir n'était pas une grande occasion, alors je ne savais plus ce qui pouvait l'être. Je me suis assise dans le salon, cette pièce que nous avions meublée ensemble il y a 35 ans. Le canapé en velours bleu que j'avais choisi. La bibliothèque en chêne qu'Henri avait montée lui-même, en pestant contre les instructions en suédois. Les photos encadrées sur la cheminée, nos 3 fils à différents âges, souriants, innocents. Avant d'ouvrir cette enveloppe, j'avais besoin de me souvenir. De me rappeler comment tout avait commencé, comment nous en étions arrivés là. Henri et moi nous étions rencontrés à Bordeaux, en 1982. J'avais 21 ans. J'étudiais la littérature. Lui finissait son école de commerce. C'était lors d'un bal étudiant. Il portait un costume gris un peu trop grand pour lui et il dansait très mal. Mais quand il m'a souri, j'ai su. On sait toujours, n'est-ce pas? Cette certitude qui vous traverse le corps comme un frisson. Ce sentiment que votre vie vient de se diviser en 2, avant et après cette personne. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Une petite cérémonie à la mairie de Pessac, suivie d'un déjeuner dans le jardin de mes parents. Ma mère avait fait des meringues. Mon père avait ouvert son meilleur cognac. Henri avait glissé l'alliance à mon doigt en murmurant « Je te promets que tu ne regretteras jamais ce jour ». Et pendant 40 ans, il a tenu cette promesse. Nous avons déménagé à Lyon pour son travail. Henri était comptable dans une entreprise de textile. Ce n'était pas un métier glorieux, mais il le faisait avec fierté. Chaque soir, il rentrait à 18h30 précise. Il enlevait sa veste, embrassait ma joue et demandait « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Et il écoutait vraiment.
pas comme ces hommes qui hochent la tête en pensant à autre chose. Non, Henri écoutait. Il retenait les détails. Le nom de mes élèves, j'enseignais le français au collège, les petites victoires, les frustrations. Antoine est né en 1989, un bébé joufflu avec des yeux noirs comme ceux de son père. Henri l'a pris dans ses bras à la maternité et a pleuré. Je ne l'avais jamais vu pleurer. Je vais être un bon père, avait-il dit. Je te le promets. Puis Julien est arrivé 3 ans plus tard. Et Mathieu, 4 ans après. Notre maison s'était remplie de cris, de rires, de jouets éparpillés, de biberons à 3 heures du matin. C'était le chaos. C'était magnifique. Henri était ce genre de père qui rentre fatigué du travail, mais qui trouve quand même l'énergie de jouer au foot dans le jardin, qui lit des histoires avec des voix différentes pour chaque personnage, qui apprend à faire du vélo en tenant la selle, en courant derrière, en criant « Je suis là, n'aie pas peur !» Les dimanches, nous allions au marché de la Croix-Rousse. Henri portait Mathieu sur ses épaules. Antoine et Julien couraient devant. Nous achetions des fromages, des fruits, du pain frais. Nous rentrions les bras chargés. Et l'après-midi, pendant que je préparais le déjeuner, Henri jouait de la guitare dans le salon. Des vieilles chansons de Brel, de Brassens. Les garçons dansaient autour de lui. Ces moments, je les revois comme des photographies, nets, précis, presque douloureux maintenant. À l'époque, je pensais que nous construisions quelque chose de solide, une famille, un héritage. Je pensais que tout cet amour, toute cette attention, toute cette présence, je pensais que ça comptait. Quand Antoine a eu 18 ans, il est parti étudier le commerce à Paris. Henri était si fier. Tu vois, Faustine, il va réussir. Il a notre détermination. Nous avons payé son appartement, ses frais de scolarité. Nous avons serré notre ceinture, mais nous étions heureux de le faire. Julien a suivi le même chemin 4 ans plus tard. Architecture. Henri avait pris un crédit pour financer ses études. C'est un investissement, disait-il. Un jour, ils nous remercieront. Mathieu, lui, a toujours été plus fragile, plus sensible. Il voulait devenir musicien. Henri avait payé des cours de piano, de guitare, une école privée. Tant qu'il est heureux, répétait-il. Les années ont passé. Les garçons sont devenus des hommes. Ils appelaient moins. Les visites se sont espacées. Noël, parfois Pâques, toujours pressé. Toujours un rendez-vous important, une copine qui attendait, un train à prendre. Henri disait « C'est normal, Faustine. Ils ont leur vie maintenant. On ne peut pas leur en vouloir. » Mais moi, je sentais quelque chose, une froideur, une distance qui n'avait rien à voir avec la géographie. Quand ils venaient, ils regardaient leur téléphone pendant le déjeuner. Ils parlaient de leurs projets, de leurs ambitions, mais ils ne nous posaient jamais de questions. Jamais « Comment vas-tu, maman ?» Jamais « Tu as besoin de quelque chose, papa ?» Henri faisait comme si de rien n'était. Mais je le voyais, le soir, assis dans son fauteuil, regardant des photos sur son téléphone. Des photos de quand les garçons étaient petits. Il ne disait rien. Mais je savais qu'il se demandait ce qui avait changé. Puis, il y a 2 ans, nous avons vendu notre maison de Lyon. Trop grande pour nous deux. Trop de souvenirs dans chaque pièce. Nous avons acheté un appartement plus petit à Villeurbanne. Un 3 pièces lumineux avec un balcon qui donnait sur un parc. Antoine nous a dit « Vous auriez dû nous consulter avant de vendre. Cette maison avait de la valeur. Pas « cette maison avait de la valeur sentimentale ». Non, juste de la valeur. » Henri avait répondu calmement « C'est notre maison, Antoine, notre décision. » Mais j'avais vu quelque chose dans les yeux de notre fils aîné ce jour-là. Quelque chose qui m'avait glacé le sang. De la déception. Comme si nous venions de lui voler quelque chose qui lui appartenait déjà. Il y a 8 mois, Henri a commencé à tousser. Une toux sèche, persistante. Il disait que ce n'était rien. Un rhume qui traîne, répétait-il. Mais la toux ne partait pas. Elle empirait. En juin, nous sommes allés voir le médecin. Des examens, des radios, des résultats qui se sont fait attendre pendant des jours interminables. Et puis, ce matin de juillet, dans le cabinet du docteur Moreau, nous avons entendu le mot que personne ne veut entendre. Cancer, poumon, stade avancé. Henri a pris ma main. Il l'a serré fort. Le docteur parlait de traitement, de chimiothérapie, de statistiques. Mais Henri fixait la fenêtre. Il ne disait rien. Dans la voiture, sur le chemin du retour, il a murmuré « Je veux appeler les garçons. Je veux les voir. » Nous les avons appelés, tous les 3, ce soir-là. Antoine a dit « C'est grave ?» Quand Henri a répondu que oui, il a ajouté « Bon, je viendrai ce week-end si je peux. J'ai une présentation importante lundi. » Julien a demandé si c'était opérable. Henri a expliqué que non. Julien a soupiré.
Merde. Écoute, papa, je vais voir ce que je peux faire. On se rappelle. Mathieu a pleuré. Papa, non, pas toi. Mais il n'est pas venu. Il a envoyé un message 2 jours plus tard. Désolé, papa, je ne peux pas. C'est trop dur pour moi. Trop dur pour lui. Henri a passé les 3 mois suivants à se battre. Chimiothérapie, nausées, perte de poids, perte de cheveux, perte de force, mais jamais perte d'espoir. Il disait « Je vais m'en sortir, Faustine. Je veux voir mes petits-enfants grandir. » Il n'y avait pas de petits-enfants. Aucun de nos fils n'était marié. Aucun n'avait d'enfants. Mais Henri gardait cet espoir, comme une bouée dans une mer déchaînée. Les garçons ont appelé, de temps en temps. Des appels rapides. « Comment va papa ?» Je répondais. Il disait « Bon courage » et raccrochait. Ils ne sont jamais venus. Début octobre, Henri a cessé de manger. Il dormait presque tout le temps. Le docteur Moreau est venu à domicile. Il m'a pris à part dans la cuisine et m'a dit doucement « Madame Laporte, c'est une question de jours maintenant. Appelez votre famille. » J'ai appelé. Une fois encore. Antoine. « Maman, je suis à Barcelone pour le boulot. Je rentre vendredi. » Julien. « J'essaie de venir demain. » Mathieu. « Je ne peux pas, maman. Je suis désolé. » Henri est mort un mercredi matin à 6h23. Le soleil se levait. J'étais à côté de lui, tenant sa main. Il a ouvert les yeux une dernière fois. Il m'a regardé. Il a murmuré « Merci pour tout, mon amour. » Et puis, plus rien. J'ai appelé les garçons immédiatement, en pleurant. Aucun n'a répondu. J'ai laissé des messages qui tremblaient. « Votre père est parti. Appelez-moi, s'il vous plaît. » Antoine a rappelé 3 heures plus tard. « Maman, c'est triste. Vraiment. On s'occupera des obsèques quand je rentrerai. » Julien a envoyé un SMS. « Je suis en réunion. On parlera ce soir. Désolé, maman. » Mathieu n'a rien dit pendant 2 jours. J'ai organisé le funéraire seul. J'ai choisi le cercueil, les fleurs, la musique. J'ai écrit l'avis de décès. J'ai contacté le prêtre. Tout, toute seule. Et quand je les ai appelés pour leur dire que la cérémonie aurait lieu le mardi à 15h, ils ont tous trouvé une excuse. C'est là, dans ce salon rempli de souvenirs, tenant ce verre de Bordeaux, que j'ai réalisé quelque chose de terrible. J'avais passé 40 ans à aimer, à donner, à construire une famille. Et cette famille n'existait plus. Peut-être n'avait-elle jamais vraiment existé. Henri, lui, l'avait compris avant moi. J'en suis certaine maintenant. J'ai posé mon verre. J'ai pris l'enveloppe. Et j'ai commencé à lire. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. L'enveloppe était épaisse, du papier crème, de qualité, le genre de papier que les notaires utilisent pour les documents importants. J'ai glissé mon doigt sous le rabat et j'ai senti mon cœur battre plus fort. À l'intérieur, il y avait plusieurs feuilles dactylographiées. En en-tête, cabinet Maître Rousseau, notaire, Lyon. Et en dessous, en caractères gras, testament holographe de Monsieur Henri Laporte, né le 15 avril 1958 à Bordeaux. J'ai commencé à lire. Les premières lignes étaient formelles, juridiques, des clauses standards. Mais au milieu de la 2e page, j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter net. Je lègue l'intégralité de mes biens, appartements de Villeurbanne, compte épargne, assurance vie, actions et obligations, à mon épouse, Faustine Laporte, née Mercier. Elle seule décidera de la destination de ces biens. Mes fils, Antoine, Julien et Mathieu, ne recevront rien de mon vivant ni après ma mort, sauf si Faustine en décide autrement. J'ai relu cette phrase 3 fois, 4 fois. Mes mains tremblaient. Henri avait tout mis à mon nom. Tout. J'ai continué à lire, et c'est là que j'ai trouvé la lettre. Une lettre manuscrite, glissée entre les pages du testament. L'écriture d'Henri. Cette écriture penchée, élégante, que je connaissais par cœur. Ma chère Faustine, si tu lis ces lignes, c'est que je ne suis plus là. Je sais que tu dois te sentir seule. Je sais que tu as mal. Et je suis désolée de ne pas pouvoir être à tes côtés pour te consoler comme je l'ai fait pendant 40 ans. Mais je veux que tu saches quelque chose. J'ai fait ce testament il y a 2 ans, juste après notre déménagement à Villeurbanne. J'ai pris cette décision en pleine conscience. Ce n'était pas un coup de tête. Ce n'était pas de la colère. C'était de la lucidité. Nos fils... Faustine, nos fils ne sont plus les enfants que nous avons élevés. Je ne sais pas quand cela s'est produit. Peut-être que nous avons trop donné. Peut-être que nous avons donné mal. Ou peut-être que le monde les a changés d'une façon que nous ne pouvions pas contrôler. Mais j'ai vu comment ils nous regardaient, comme si nous étions devenus un fardeau, une obligation. J'ai entendu leurs soupirs quand nous les appelions. J'ai remarqué leur regard vers leur montre quand nous leur parlions. Tu te souviens du repas de Noël, il y a 3 ans?
Antoine a passé tout le dîner au téléphone avec son associé. Julien s'est disputé avec toi parce que tu avais fait un gigot au lieu d'un rôti. Et Mathieu est parti avant le dessert parce qu'il devait retrouver ses amis en boîte de nuit. Tu as pleuré cette nuit-là. Tu pensais que je dormais, mais je t'ai entendu. Et j'ai compris que je ne pouvais plus faire semblant. L'année dernière, quand je leur ai demandé de l'aide pour déménager quelques cartons, tu sais ce qu'Antoine m'a dit ? Papa, j'ai un déjeuner important ce week-end. Embauche des déménageurs. Comme si payer des inconnus pour faire ce qu'un fils devrait faire naturellement était une solution acceptable. Et puis il y a eu ce jour, tu te rappelles, en mars dernier. Nous étions chez le notaire pour refaire nos papiers. Maître Rousseau nous a demandé si nous voulions inclure nos enfants dans la succession. Antoine, qui nous accompagnait ce jour-là, parce qu'il passait par hasard à Lyon, a répondu avant même que nous puissions ouvrir la bouche. Bien sûr qu'il faut nous inclure. C'est logique, non ? C'est logique m'a hanté pendant des semaines. Comme si notre vie, notre travail, nos sacrifices, tout cela leur était dû, logiquement. Alors j'ai décidé que tu serais la seule héritière, parce que toi, Faustine, tu as été là, toujours, dans la santé et dans la maladie, dans la joie et dans la tristesse. Tu as été ma femme, ma partenaire, mon amour. Et je ne voulais pas que nos fils, qui n'ont jamais trouvé le temps de venir nous voir, qui n'ont jamais pris de nos nouvelles sans arrière-pensée, je ne voulais pas qu'ils héritent de ce que nous avons construit ensemble. Ce sera à toi de décider quoi faire. Si tu veux leur donner quelque chose, fais-le. Si tu veux tout garder, fais-le aussi. Mais ne le fais pas par culpabilité. Ne le fais pas parce que tu penses que c'est ton devoir de mère. Fais-le seulement si tu penses qu'ils le méritent vraiment. Je t'aime, Faustine. Je t'ai aimée dès le premier jour. Et je t'aimerai encore, où que je sois maintenant. Sois heureuse, c'est tout ce que je souhaite. Ton Henri. J'ai posé la lettre sur mes genoux. J'ai fermé les yeux. Les larmes coulaient sans bruit sur mes joues. Henri savait. Il avait toujours su. Et moi, dans mon aveuglement maternel, dans mon besoin désespéré de croire que mes enfants étaient bons, j'avais refusé de voir. Mais maintenant, je voyais. Je voyais les années d'indifférence, les appels oubliés, les promesses non tenues, les anniversaires ignorés, les « je suis trop occupé »,« je te rappelle plus tard »,« on verra ça une autre fois ». Je me suis souvenu d'un moment en particulier. C'était l'anniversaire de mes 60 ans, il y a 1 an. Henri avait organisé un petit dîner à la maison. Il avait cuisiné mon plat préféré, un bœuf bourguignon, et il avait acheté un gâteau chez mon pâtissier préféré. J'avais invité les garçons 3 semaines à l'avance. C'est important pour moi, avais-je dit. 60 ans, ce n'est pas rien. Antoine avait annulé 2 jours avant. Désolé maman, un séminaire à Bruxelles. Je ne peux pas annuler. Il m'avait envoyé des fleurs par Internet. Des roses blanches avec une carte imprimée. Joyeux anniversaire, maman. Bisous, Antoine. Julien était venu, mais il était arrivé avec 2 heures de retard et était reparti juste après le dessert. Pardon, maman, mais j'ai une journée difficile demain. Il m'avait offert un foulard Hermès. Un beau foulard, cher. Mais quand je l'avais déplié, l'étiquette était encore accrochée. Il ne l'avait même pas fait emballer. Mathieu n'avait pas répondu à mon invitation. Il avait envoyé un message le jour même, à 22 heures. « Désolé maman, j'ai complètement oublié. Je me rattraperai. Je t'aime. » Henri et moi avions mangé le bœuf bourguignon en silence. Nous avions bu le champagne. Nous avions coupé le gâteau. Et puis, Henri avait pris ma main et avait dit « Tu sais, Faustine, parfois les meilleures fêtes sont celles qu'on célèbre à 2. » J'avais souri. Mais au fond, j'avais eu mal. Terriblement mal. Et maintenant, assise dans ce salon vide, je réalisais que Henri aussi avait eu mal. Mais lui, il avait fait quelque chose. Il avait agi. Il m'avait protégé. J'ai repris la lettre du notaire. Il y avait une note en bas de page. « Madame Laporte, je vous invite à prendre rendez-vous au cabinet dès que possible afin de finaliser les démarches administratives. L'appartement de Villeurbanne est estimé à environ 350 000 €. L'assurance vie s'élève à 120 000 €. Les comptes épargne et placement représentent environ 80 000 €, soit un patrimoine total de 550 000 €. 550 000 €. Une somme considérable. Henri et moi avions économisé toute notre vie. Nous avions vécu modestement, pas de voyages luxueux, pas de voitures de sport, pas de restaurants étoilés. Nous avions mis de l'argent de côté, petit à petit, mois après mois, année après année. Pour quoi faire? Pour nos vieux jours, bien sûr. Mais aussi, je dois l'admettre, pour nos enfants. Pour leur laisser quelque chose. Pour qu'ils se disent, un jour, nos parents ont travaillé dur. Ils nous ont aimés. Mais Henri avait changé d'avis. Et en lisant sa lettre, je comprenais pourquoi.
Les jours suivants ont été étranges. J'étais dans une sorte de brouillard. Je répondais aux appels des quelques amis qui prenaient de mes nouvelles. Je triais les affaires d'Henri, ses costumes, ses chaussures, ses livres. Chaque objet était un coup au cœur. Les garçons ont appelé. Bien sûr. Antoine, 2 jours après l'enterrement. Maman, il faut qu'on parle de la succession. J'ai parlé avec un avocat. Il faut faire vite pour les démarches. La succession. Pas « Comment vas-tu, maman ?» Pas « Tu as besoin de quelque chose ?» Non. La succession. J'ai répondu calmement. Ton père a laissé un testament. Tout est en ordre. Ah bon? Il faut qu'on se voie alors. On doit organiser le partage. Il n'y a rien à partager, Antoine. Un silence. Comment ça? Tu comprendras bientôt. J'ai raccroché. Mes mains ne tremblaient plus. Julien a appelé le lendemain. Maman, Antoine m'a dit que tu parlais bizarrement. Qu'est-ce qui se passe? Rien, Julien. Tout va bien. Tu as lu le testament de papa? Oui. Et quoi? Ben, la maison, l'argent. Il a laissé des instructions? Oui, Julien. Il a laissé des instructions très claires. Tu peux m'en dire plus? Vous serez tous les 3 convoqués chez le notaire dans quelques semaines. Vous saurez tout à ce moment-là. Maman, tu me fais peur. Qu'est-ce que papa a écrit? J'ai respiré profondément. Il a écrit la vérité, Julien. C'est tout. Et j'ai raccroché. Mathieu n'a pas appelé, mais il m'a envoyé un long message sur WhatsApp. Un message rempli de « Je t'aime, maman. Papa était tout pour moi. Je suis désolée de ne pas avoir été là. » Un message qui se terminait par « Est-ce que papa a laissé quelque chose pour nous? Juste pour savoir. Juste pour savoir. » Je n'ai pas répondu. Ce soir-là, j'ai pris mon alliance, celle que j'avais enlevée le jour de l'enterrement. Je l'ai regardée longtemps. L'or était un peu terni. Il y avait des micro-rayures, des traces de 40 ans de vie. À l'intérieur, gravé « Henri and Faustine, 12 juin 1983 ». J'ai remis l'alliance à mon doigt et j'ai pris une décision. Henri m'avait laissé le choix. Il m'avait fait confiance. Et maintenant, c'était à moi de choisir. Mais je savais déjà ce que j'allais faire. J'ai passé 1 semaine à réfléchir. 1 semaine à tourner en rond dans cet appartement qui me semblait soudain trop grand, trop silencieux, trop rempli de fantômes. Je me levais le matin et je préparais 2 cafés par habitude. Je mettais la table pour 2 personnes. Je disais « Bonjour » à voix haute, comme si Henri était encore là, dans la chambre, en train de nouer sa cravate devant le miroir. Le deuil, c'est ça. C'est continuer à vivre comme si la personne était là, tout en sachant qu'elle ne reviendra jamais. Mais il y avait autre chose. Une question qui tournait dans ma tête, jour et nuit. Est-ce que j'avais le droit de priver mes fils de leur héritage? Car c'était ça, la vraie question. Pas « Est-ce que Henri avait raison ?» Je savais qu'il avait raison. Mais est-ce que moi, leur mère, j'avais le courage de suivre sa volonté? Les mères ne sont pas censées punir leurs enfants. Les mères pardonnent. Les mères excusent. Les mères trouvent toujours des justifications. Il est stressé par son travail. Elle traverse une période difficile. Il ne voulait pas dire ça. Pendant des années, c'est exactement ce que j'avais fait. Trouver des excuses. Minimiser. Me convaincre que tout allait finir par s'arranger. Quand Antoine avait 15 ans, il avait volé de l'argent dans mon portefeuille. 50 €. Henri voulait le punir sévèrement. Moi, j'avais dit, il a besoin d'argent de poche. On ne lui donne peut-être pas assez. C'est de notre faute. Quand Julien avait 17 ans, il était rentré ivre à 4 heures du matin. Il avait vomi dans l'entrée. Henri était furieux. Moi, j'avais dit, c'est son âge. Tous les adolescents font ça. On ne peut pas lui en vouloir. Quand Mathieu avait 20 ans, il avait abandonné ses études sans nous prévenir. Henri avait découvert la vérité 3 mois plus tard en recevant une lettre de l'université. J'avais dit, il cherche sa voie, il finira par trouver, soyons patients. Toujours des excuses, toujours du pardon, toujours cette culpabilité maternelle qui me soufflait, si tes enfants vont mal, c'est que tu as échoué quelque part. Henri, lui, voyait les choses différemment. Faustine, disait-il, à un moment, il faut les laisser affronter les conséquences de leur choix. Sinon, on ne leur rend pas service, on les empêche de grandir. Mais moi, je ne pouvais pas, je ne savais pas comment. Parce que les laisser tomber, c'était admettre que j'avais échoué en tant que mère, et je ne voulais pas l'admettre. Alors j'ai essayé de me convaincre, une fois de plus, que peut-être Henri avait été trop dur, que peut-être nos fils méritaient une seconde chance, que peut-être je devais partager l'héritage malgré tout. J'ai relu la lettre d'Henri une dizaine de fois. Je cherchais un signe, une phrase qui me dirait quoi faire. Et puis j'ai trouvé. Cette ligne, presque à la fin,
Fais-le seulement si tu penses qu'il le mérite vraiment. Vraiment. Est-ce qu'il le méritait vraiment? J'ai décidé de faire un test. Un petit test. Intérieur, secret. Je me suis dit, s'ils appellent dans les prochains jours, s'ils prennent de mes nouvelles sans parler d'argent, s'ils me demandent comment je vais, si je mange bien, si je dors, si j'ai besoin de compagnie, alors peut-être que Henri s'était trompé. J'ai attendu. Le premier appel est venu d'Antoine, 3 jours plus tard. « Maman, j'ai parlé avec Maître Rousseau. Il ne veut rien me dire. Il dit qu'il doit te voir d'abord. Quand est-ce que tu prends rendez-vous? »« Bonjour, Antoine. » Un silence. « Oui, bonjour, maman. »« Alors, ce rendez-vous ?»« Je n'ai pas encore décidé. »« Mais maman, il faut régler ça rapidement. Il y a des impôts à payer, des démarches. On ne peut pas traîner. »« On? Ben oui, on. La famille. Nous. Ah, la famille. Maman, pourquoi tu parles comme ça? Comme quoi, Antoine? Je ne sais pas. Bizarrement, tu es fâché contre moi? J'ai failli rire. Fâché. Quel mot inadéquat. J'étais bien au-delà de la colère. J'étais dans cette zone grise où la déception est si profonde qu'elle ne ressemble même plus à une émotion. Juste un constat froid. Non, Antoine, je ne suis pas fâché. Bon, tant mieux. Donc tu vas appeler le notaire? Oui, bientôt. C'est-à-dire quand, bientôt? Antoine, ton père est mort il y a 2 semaines. Je sais, maman. Mais justement, il faut avancer. Papa n'aurait pas voulu qu'on reste bloqué dans le chagrin. Papa n'aurait pas voulu. Antoine parlait de son père comme s'il l'avait connu, comme s'il avait été là, comme s'il n'avait pas choisi un dîner d'affaires plutôt que ses funérailles. Tu as raison, Antoine. Papa n'aurait pas voulu. Parfait. Donc je peux dire à Julien et Mathieu que tu vas t'en occuper cette semaine? Tu peux leur dire ce que tu veux. Et j'ai raccroché. Mon test avait échoué. Antoine n'avait pas demandé une seule fois comment j'allais. 2 jours plus tard, Julien a appelé. « Maman, Antoine dit que tu es bizarre. Qu'est-ce qui se passe? »« Rien, Julien, tout va bien. Tu es sûr? Tu n'es pas, je ne sais pas, déprimé? » Déprimé. Comme si mon comportement était un problème psychologique. Comme si le fait de ne pas me précipiter chez le notaire pour distribuer l'argent de leur père était un signe de dépression. Non, Julien, je vais bien. Bon, tant mieux. Écoute, j'ai regardé sur Internet. Apparemment, on a 6 mois pour régler une succession. Mais il vaut mieux le faire rapidement, sinon il y a des pénalités. Merci pour l'information. De rien. Alors, tu penses d'y aller quand, chez le notaire? Je ne sais pas encore. Maman, un soupir. Je comprends que c'est dur pour toi. Papa te manque, mais il faut être pragmatique. La vie continue. La vie continue. Oui, sa vie. Sa vie où il avait un appartement à payer, une voiture à financer, des projets à réaliser. Et l'héritage de son père, qu'il n'était même pas venu enterrer, allait bien l'aider. Tu as raison, Julien. La vie continue. Parfait. On se rappelle la semaine prochaine? Si tu veux. Ok. Bisous, maman. Bisous. Un mot jeté comme on jette une pièce à un mendiant. Vite, distraitement, pour se donner bonne conscience. Test numéro 2. Échoué. Mathieu n'a pas appelé, mais il est venu. Un samedi après-midi, sans prévenir, j'ai entendu la sonnette. Quand j'ai ouvert, il était là, sur le palier, avec un bouquet de fleurs et un air coupable. « Maman !» Il s'est avancé pour m'embrasser. Je l'ai laissé faire, mais mon corps était raide. Il a senti ma froideur. Il a reculé d'un pas. Je voulais te voir, m'assurer que tu allais bien. C'est gentil, Mathieu. Entre. Il est entré. Il a posé les fleurs sur la table de la cuisine. Des lys blancs. Mes fleurs préférées. Il s'en souvenait au moins. Tu veux un café? Oui, merci. Je lui ai préparé un café. Nous nous sommes assis en silence. Mathieu regardait partout, sauf vers moi. Maman, je suis désolée. Désolée de quoi? De ne pas être venue à l'enterrement. C'était lâche de ma part. Enfin, des excuses. Peut-être que Mathieu était différent. Peut-être que lui, au moins, ressentait quelque chose de vrai. Pourquoi tu n'es pas venu, Mathieu? Il a fixé sa tasse. Je ne supporte pas les enterrements. Ça me met mal. J'ai eu des crises d'angoisse quand grand-père est mort. Tu te rappelles? Le psy m'avait dit d'éviter ces situations. Des crises d'angoisse. Le psy. Toujours une raison médicale. Toujours une excuse extérieure. Mathieu, c'était l'enterrement de ton père. Je sais. Sa voix tremblait. Et j'aurais dû être là, je le sais. Mais j'étais bloquée. Mentalement, je veux dire. Je ne pouvais pas bouger. Je l'ai regardé. Mon petit dernier. Mon bébé. Celui que j'avais bercé pendant des nuits entières. Celui pour qui j'avais chanté des berceuses en français et en anglais jusqu'à ce que ma voix s'enroue.
et j'ai vu un homme de 29 ans qui n'avait jamais vraiment grandi, qui utilisait encore ses fragilités comme des boucliers, qui attendait que le monde s'adapte à lui plutôt que l'inverse. Je comprends, Mathieu. Vraiment? Oui, je comprends. Il a souri, soulagé. Merci, maman. Je savais que tu comprendrais. Tu as toujours été là pour moi. Toujours été là. Oui, toujours. Même quand lui n'était pas là. Mathieu, pourquoi tu es venu aujourd'hui? Son sourire a vacillé. Pour te voir, pour être sûr que tu allais bien. Juste pour ça? Ben, oui. J'ai attendu. Silence. Bon, ok. Il a respiré profondément. Antoine et Julien m'ont dit que tu ne voulais pas aller chez le notaire, que tu repoussais. Ils pensent que tu as besoin de soutien. Alors je me suis dit, peut-être que je pouvais venir avec toi, pour t'accompagner. Voilà, la vraie raison, l'héritage, encore et toujours. C'est gentil, Mathieu, mais je n'ai pas besoin d'être accompagné. Tu es sûr? Parce que ces démarches, c'est compliqué. Il y a des papiers, des signatures. Je sais, Mathieu. J'ai 61 ans, pas 90. Je suis encore capable de gérer des papiers. Non, bien sûr, je ne voulais pas dire... Qu'est-ce que tu voulais dire, alors? Il m'a regardé. Et pour la première fois, j'ai vu de l'inquiétude dans ses yeux. Pas de l'inquiétude pour moi, de l'inquiétude pour lui. Maman, papa a laissé quelque chose pour nous, non? Nous. Pas pour moi. Nous. Les 3 fils unis face à la mère. Ton père a laissé un testament. Oui, mais dedans, il y a quoi? Tu le sauras bientôt. Pourquoi tu ne peux pas me le dire maintenant? Parce que ce n'est pas à moi de le dire. C'est le notaire qui s'en chargera. Maman, tu me fais peur. Papa nous a déshérités, c'est ça? J'ai posé ma tasse. J'ai croisé les mains sur la table et j'ai regardé mon fils cadet droit dans les yeux. Mathieu, est-ce que tu te rends compte que tu es venu ici, dans la maison où ton père a vécu ces derniers mois, où il est mort il y a 3 semaines, et que la première chose que tu me demandes, c'est l'argent? Il est devenu rouge. Ce n'est pas... Si, c'est exactement ce que tu fais. Toi, Antoine, Julien. Vous n'avez pas prononcé le nom de votre père une seule fois sans le relier à l'héritage. Pas une seule fois, vous ne m'avez demandé comment je vivais sans lui. Si je mangeais, si je dormais, si j'avais peur, toute seule dans cet appartement. Maman, non, laisse-moi finir. Vous n'étiez pas là quand il toussait du sang. Vous n'étiez pas là quand il pleurait la nuit en me disant qu'il avait peur de mourir. Vous n'étiez pas là quand il m'a supplié, 3 jours avant sa mort, de vous appeler encore une fois parce qu'il voulait vous dire au revoir. Les larmes coulaient maintenant. Je ne pouvais plus les retenir. Vous n'étiez pas là, Mathieu. Aucun de vous. Et maintenant, vous êtes là pourquoi? Pour l'argent? Pour des biens? Pour des choses? Mathieu pleurait aussi. Maman, s'il te plaît. Je pense que tu devrais partir maintenant. Maman, s'il te plaît, pars. Il s'est levé lentement. Il a essuyé ses yeux. Il a murmuré « Pardon » et il est parti. J'ai entendu la porte se refermer. Et je suis restée assise là, dans cette cuisine silencieuse, avec les fleurs blanches qui commençaient déjà à faner. Test numéro 3, échoué. Henri avait raison. Surtout. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? Les jours suivants, j'ai commencé à voir des choses que je n'avais jamais remarquées avant. Ou plutôt, des choses que j'avais toujours vues, mais que j'avais refusé de comprendre. J'ai commencé à fouiller, pas par curiosité malsaine, mais par besoin de vérité. Henri m'avait ouvert les yeux avec sa lettre. Maintenant, je devais voir par moi-même. J'ai ouvert l'ordinateur d'Henri. Son mot de passe était notre date de mariage. Août 1600-1983. Comme toujours, Henri était prévisible dans sa fidélité. Tout ce qu'il faisait tournait autour de nous, de notre histoire. J'ai ouvert sa boîte mail. Des centaines de messages, des factures, des newsletters, des confirmations de rendez-vous médicaux. Et puis, j'ai vu un dossier que je ne connaissais pas. Un dossier intitulé « Les garçons ». J'ai cliqué. À l'intérieur, il y avait des échanges de mails entre Henri et nos fils. Des années d'échanges. J'ai commencé à lire et chaque mail était comme une gifle. Antoine, 15 mars 2022. Objet, besoin d'aide. Papa, j'ai un problème de trésorerie. Mon associé m'a lâché au dernier moment et je dois payer les charges du bureau. Il me manque 5 000 €. Tu peux me dépanner? Je te rembourserai dans 3 mois, promis. Antoine, réponse d'Henri. 16 mars 2022. Mon fils, bien sûr. Je vais faire un virement demain matin. Mais Antoine, c'est la 3e fois cette année. Es-tu sûr que ton entreprise est viable? Peut-être devrions-nous en parler sérieusement? Papa qui t'aime? Antoine. 16 mars 2022. Merci papa.
Oui, tout va bien, c'est juste un passage difficile. Je gère. Bisous. J'ai scrollé. Il y avait d'autres demandes. Septembre 2022, 3 000 €. Janvier 2023, 4 000 €. Mai 2023, 6 000 €. Henri avait donné à chaque fois. Et Antoine n'avait jamais remboursé. Pas un seul euro. J'ai ouvert un autre fil de mail. Julien. 22 novembre 2022. Objet. Petit service. Salut papa. Tu te rappelles que tu avais dit que tu pouvais me prêter de l'argent pour mon appart? En fait j'en ai besoin maintenant. L'agence demande 3 mois de caution plus le premier loyer. Ça fait 8 000 €. Tu peux me virer ça? Julien. Réponse d'Henri. 23 novembre 2022. Julien. C'est une grosse somme. Ta mère et moi devons en discuter. Peux-tu nous appeler ce soir? Papa. Julien. 23 novembre 2022. Papa, c'est urgent. Je dois signer demain. Si tu ne peux pas, dis-le, je me débrouillerai. Réponse d'Henri. 23 novembre 2022. Ne t'inquiète pas. Je fais le virement cet après-midi. 8 000 €. Henri ne m'en avait jamais parlé. Il avait puisé dans notre épargne sans me le dire. Pourquoi? Pour ne pas m'inquiéter? Pour ne pas m'obliger à dire non? J'ai continué à fouiller. Il y avait des dizaines de mails comme ça. Des demandes d'argent. Toujours urgentes, toujours importantes. Et Henri qui donnait encore et encore, sans jamais rien demander en retour. Puis j'ai trouvé quelque chose qui m'a glacé le sang. Antoine. 14 août 2023. Objet. La maison. Papa, Julien et moi, on a parlé. On pense que vous devriez vendre l'appartement de Villeurbanne. Franchement, c'est trop grand pour vous deux. Et avec la santé de papa qui décline, ce serait plus intelligent d'aller dans quelque chose de plus petit, plus pratique. En plus, ça vous ferait de la liquidité. Et si jamais il vous arrivait quelque chose, ça faciliterait les choses pour la succession. On peut vous aider à chercher si vous voulez. Julien connaît un bon agent immobilier. Bisous, Antoine. J'ai relu ce mail 5 fois. Si jamais il vous arrivait quelque chose, ça faciliterait les choses pour la succession. Henri venait d'apprendre qu'il avait un cancer. Il avait partagé cette nouvelle avec ses fils. Et eux, au lieu de proposer leur soutien, leur présence, leur amour, ils proposaient de vendre notre maison pour faciliter la succession. Réponse d'Henri. 15 août 2023. Antoine, merci pour ta sollicitude. Mais ta mère et moi sommes encore capables de prendre nos propres décisions concernant notre logement. Nous vendrons si et quand nous le jugerons nécessaire. Par ailleurs, je trouve ton mail déplacé. Je ne suis pas encore mort. Et même si je l'étais, ce genre de conversation devrait se faire en face à face. Pas par mail, pas de cette façon. Je t'aime, mais je suis déçu. Papa. Antoine. 15 août 2023. Ok, papa. Je voulais juste aider. Pas la peine d'être agressif. Agressif. Henri qui posait des limites était agressif. Henri qui refusait de se laisser traiter comme un mourant encombrant était agressif. J'ai continué à lire. Et j'ai trouvé pire encore. Mathieu. 3 septembre 2023. Objet. Besoin de parler. Papa, je voulais te parler de quelque chose d'important. Je sais que tu n'es pas bien en ce moment, mais j'ai vraiment besoin de ton aide. J'ai rencontré quelqu'un. Elle s'appelle Léa. C'est une fille géniale. On veut s'installer ensemble. Mais j'ai des dettes. Environ 15 000 €. Des crédits à la consommation que j'ai faits il y a quelques années pour mon matériel de musique. Si je ne rembourse pas, je vais avoir des problèmes. Et Léa ne veut pas vivre avec quelqu'un qui a des dettes. Tu pourrais m'aider? Je sais que c'est beaucoup, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Mathieu. Réponse d'Henri. 4 septembre 2023. Mathieu, 15 000 €, ce n'est pas une petite somme. Comment en es-tu arrivé là? Avant de t'aider, j'ai besoin de comprendre. Appelle-moi ce week-end, on en parlera. Papa. Mathieu. 5 septembre 2023. Papa, je ne peux pas t'expliquer par téléphone. C'est compliqué. Mais si tu ne m'aides pas, je vais perdre Léa. S'il te plaît. Réponse d'Henri. 6 septembre 2023. Mathieu, le chantage émotionnel ne fonctionne pas avec moi. Si cette jeune femme t'aime vraiment, elle restera malgré tes dettes. Et si elle part à cause de ça, alors elle n'est pas la bonne personne. Je suis désolée, mais je ne peux pas t'aider cette fois. Tu as 29 ans. Il est temps que tu assumes les conséquences de tes choix. Je t'aime. Et c'est justement parce que je t'aime que je te dis non. Papa. Mathieu. 6 septembre 2023. Ok, merci pour rien. Merci pour rien. Voilà comment mon fils avait répondu à son père mourant qui essayait de lui apprendre la responsabilité. J'ai fermé l'ordinateur. Mes mains tremblaient. Mon cœur battait trop vite. Je suis allé dans la chambre. J'ai ouvert le tiroir de la table de nuit d'Henri, son tiroir privé. Celui où il rangeait ses lunettes,
son carnet de notes, ses stylos préférés. Au fond du tiroir, j'ai trouvé un petit cahier noir, un carnet Moleskine, usé par les années. Je l'ai ouvert. C'était une sorte de journal, pas un journal intime avec des entrées quotidiennes. Non, juste des notes éparses, des pensées, des réflexions. 12 avril 2023. Antoine a encore appelé pour de l'argent. C'est la 5e fois depuis janvier. Je commence à me demander si je l'aide vraiment ou si je l'empêche de grandir. Faustine ne sait pas. Je ne veux pas l'inquiéter. Elle a déjà assez de soucis avec sa mère malade. 3 juin 2023. Diagnostic, cancer du poumon. Stade 4. Le docteur m'a parlé de 6 mois, peut-être 1 an avec traitement. J'ai appelé les garçons. Ils ont tous dit qu'ils viendraient ce week-end. Aucun n'est venu. Antoine avait un golf, Julien une fête. Mathieu était trop chamboulé. Je commence à comprendre que mes fils ne sont plus vraiment mes fils. Ils sont devenus des étrangers avec mon nom. 27 juillet 2023. J'ai pris rendez-vous chez le notaire. Je vais changer mon testament. Tout ira à Faustine. C'est la seule qui m'ait vraiment aimée, la seule qui soit restée. Les garçons, je ne sais pas ce qui s'est passé. Où ai-je échoué? À quel moment ai-je perdu mes enfants? 15 août 2023. Antoine veut qu'on vende la maison, pour faciliter la succession. Il ne l'a pas dit comme ça, mais je sais ce que ça veut dire. Il veut sa part maintenant, avant même que je sois mort. Je suis tellement fatigué de la maladie, fatigué de leur égoïsme, fatigué de faire semblant que tout va bien. 2 septembre 2023. J'ai signé le testament aujourd'hui. Maître Rousseau m'a demandé si j'étais sûre. J'ai dit oui, je suis sûre. Faustine mérite tout. Elle a été ma femme, ma compagne, mon amour pendant 40 ans. Les garçons auront ce qu'ils méritent. Rien. C'est dur à écrire. C'est encore plus dur à penser. Mais c'est juste. 20 septembre 2023. Mathieu m'a envoyé un message hier soir. Merci pour rien. Ces 3 mots résument peut-être toute notre relation. Il pense que je ne lui ai rien donné, alors que je lui ai tout donné. Mon temps, mon argent, mon amour, mais rien de tout ça ne compte apparemment. Ce qui compte, c'est ce que je refuse de lui donner aujourd'hui. 8 octobre 2023. Je suis si fatiguée. Le traitement ne marche plus. Le docteur parle de soins palliatifs. J'ai appelé les garçons. J'ai dit que c'était important, qu'il fallait qu'on se voie. Antoine est à Barcelone. Julien a une deadline. Mathieu ne répond pas. Faustine essaie de me remonter le moral. Mais je vois dans ses yeux qu'elle aussi commence à comprendre. Ça me brise le cœur de la voir réaliser que nos fils nous ont abandonnés. J'ai refermé le carnet. J'ai serré contre ma poitrine. Et j'ai pleuré. Henri avait tout vu, tout compris. Et il avait porté cette douleur seul, en silence, pour me protéger, pour m'éviter de souffrir encore plus. Mais maintenant, je savais, je voyais tout. Les demandes d'argent constantes, les manipulations, l'indifférence, l'absence. Et surtout, cette façon qu'ils avaient de considérer leur père comme un distributeur automatique de billets. J'ai repensé à toutes ces années où j'avais défendu mes fils, où j'avais trouvé des excuses, où j'avais minimisé leur égoïsme. Ils sont occupés, ils ont leur vie, ils nous aiment, mais ils ne savent pas le montrer. Non, la vérité était beaucoup plus simple et beaucoup plus cruelle. Ils ne nous aimaient pas, pas vraiment. Ils aimaient ce qu'on pouvait leur donner, l'argent, la sécurité, le filet de sécurité. Mais nous, en tant que personnes, Henri et Faustine, papa et maman, non, nous n'étions que des moyens pour arriver à leur fin. Ce soir-là, j'ai pris une décision. J'ai appelé Maître Rousseau. J'ai pris rendez-vous pour le lundi suivant, 15 heures, et j'ai envoyé un message groupé à mes 3 fils. Convocation chez Maître Rousseau, lundi 6 novembre, 15 heures. Lecture du testament de votre père. Soyez à l'heure. Maman. Pas de bisous, pas de « je vous aime », juste les faits. Antoine a répondu immédiatement. « Ok, je serai là. » Julien. « Enfin, j'arrive de Paris. » Mathieu. « D'accord, maman. Tous les 3 seraient là. Enfin. Pas pour moi, pas pour leur père, mais pour l'argent. Et ils allaient avoir une sacrée surprise. Pendant que je raconte tout cela, je me demande d'où vous m'écoutez. Écrivez le nom de votre ville en commentaire. Le week-end, avant le rendez-vous chez le notaire, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai trié les affaires d'Henri méthodiquement, pièce par pièce, non pas pour les ranger, mais pour me souvenir. J'ai ouvert son armoire. Ses costumes sentaient encore son eau de toilette. Cette odeur d'agrumes et de bois de santal qui était devenue, au fil des années, l'odeur de la sécurité pour moi. L'odeur de quelqu'un qui rentre à la maison. Quelqu'un sur qui on peut compter. J'ai glissé ma main dans les poches de ses vestes,
des tickets de métro, un reçu de pharmacie, et dans la poche intérieure de son costume gris, celui qu'il portait pour les grandes occasions, j'ai trouvé une enveloppe. Une enveloppe avec mon prénom écrit dessus. Faustine. Mon cœur s'est arrêté. Une autre lettre. Henri m'avait laissé une autre lettre. Je me suis assise sur le lit. J'ai ouvert l'enveloppe d'une main tremblante. Ma Faustine, si tu trouves cette lettre, c'est que tu es en train de faire le tri. C'est que tu commences à avancer. Je suis fière de toi. Je t'écris ceci quelques jours avant ma mort. Je sais que je n'ai plus beaucoup de temps. Mon corps le sait aussi. Mais mon esprit est encore clair. Et il y a des choses que je dois te dire. D'abord, merci. Merci pour ces 40 années. Merci pour chaque matin où tu t'es réveillé à mes côtés. Merci pour chaque repas que tu as préparé avec amour. Merci pour ta patience quand j'étais de mauvaise humeur. Merci pour ta sagesse quand j'avais tort. Merci d'avoir été ma femme. Tu as été bien plus que ça, en vérité. Tu as été ma meilleure amie, ma confidente. Ma raison de me lever chaque matin pendant 4 décennies. Je sais que tu vas te poser des questions. Sur nos fils, sur nous, sur ce que nous avons fait de mal. Alors laisse-moi te dire ce que j'ai compris, moi, dans ces derniers mois de lucidité que la maladie m'a donné. Nous n'avons rien fait de mal, Faustine. Nous avons aimé, nous avons donné, nous avons éduqué, nous avons fait de notre mieux. Mais nos fils ont fait leur propre choix, et ces choix n'ont rien à voir avec nous. Antoine a choisi l'argent, Julien a choisi l'apparence, Mathieu a choisi la facilité. Ce sont leurs chemins, pas les nôtres. J'aurais aimé qu'ils soient différents. J'aurais aimé qu'ils viennent me voir pendant ma maladie. Pas une fois, juste une fois, pour me tenir la main, pour me dire qu'ils m'aimaient. Mais ils ne l'ont pas fait, et j'ai dû accepter cette vérité. Mes fils ne sont pas les hommes que j'espérais qu'ils deviennent. Mais toi, Faustine, toi tu es exactement la femme que j'ai toujours su que tu étais. Forte, fidèle, aimante, vraie. C'est pour ça que je t'ai tout laissé. Pas par vengeance, pas par colère, mais par amour, par reconnaissance, parce que tu le mérites. Je sais que tu vas hésiter. Je te connais. Tu vas te dire, mais ce sont mes enfants. Comment puis-je les priver? Et c'est exactement cette pensée qui prouve que tu es une bonne personne. Mais Faustine, écoute-moi bien, leur donner cet argent ne les rendra pas meilleurs, ça ne les rapprochera pas de toi, ça ne réparera rien. Au contraire, ça leur confirmera qu'ils avaient raison de nous négliger parce qu'au final, ils auront quand même eu ce qu'ils voulaient. Ne leur donne rien par culpabilité. Si tu veux leur donner quelque chose, fais-le pour de vraies raisons. Parce qu'ils auront changé. Parce qu'ils auront montré du remords. Parce qu'ils t'auront prouvé que tu comptes pour eux. Mais s'ils ne changent pas, s'ils viennent chez le notaire juste pour réclamer leur part, alors, s'il te plaît, tiens bon, respecte ma volonté, respecte notre histoire. J'ai une dernière demande à te faire, mon amour. Vis, ne reste pas enfermé dans cet appartement à pleurer sur ce qui aurait pu être. Va à Paris. Tu as toujours voulu vivre à Paris. Tu te rappelles, quand nous étions jeunes, tu disais « Un jour, Henri, on s'installera dans un petit appartement parisien avec vue sur les toits. » Ben voilà. Ce jour est arrivé, vends cet appartement, prends l'argent, va vivre ton rêve. Tu as 61 ans, tu as encore 20, 30 ans devant toi. Ne les gaspille pas à regretter. Fais les choses que nous n'avons jamais eu le temps de faire. Va au théâtre, visite les musées, prends des cours de peinture. Lise tous ces livres qui s'empilent sur ta table de nuit. Et qui sait, peut-être que tu rencontreras quelqu'un. Je sais, tu vas dire « Henri, comment peux-tu dire ça ?» Mais je suis sérieux. Si tu trouves quelqu'un qui te rend heureuse, quelqu'un qui te fait rire, qui prend soin de toi, alors n'hésite pas, je serai content pour toi, où que je sois. Parce que tout ce que je veux, c'est ton bonheur. Ça a toujours été ça, depuis le premier jour. Je t'aime, Faustine. Je t'ai toujours aimé. Je t'aimerai toujours. À bientôt, mon amour. Pas maintenant, mais un jour. Et ce jour-là, on dansera à nouveau, comme au bal étudiant de 1982. Ton Henri. Pour toujours, j'ai pleuré. Pas des larmes de tristesse, des larmes de gratitude. Henri m'avait donné la permission de vivre, la permission d'être heureuse, la permission de lâcher prise. J'ai plié la lettre soigneusement, je l'ai remise dans l'enveloppe, et je l'ai posée sur ma table de chevet, à côté de la photo de notre mariage. Le lundi matin, je me suis réveillée tôt. J'ai pris une longue douche. J'ai mis ma plus belle robe, une robe bleu marine que Henri aimait beaucoup. J'ai attaché mes cheveux. J'ai mis du rouge à lèvres, pas pour mes fils, pour moi, pour Henri. À 14h30, j'ai quitté l'appartement. Le cabinet de Maître Rousseau était à 20 minutes à pied. J'ai marché lentement, respirant l'air frais de novembre. Quand je suis arrivée, ils étaient déjà là, tous les trois.
dans la salle d'attente. Antoine portait un costume sombre, impeccable. Il consultait son téléphone, sourcils froncés. Il a levé les yeux quand je suis entrée. « Bonjour, maman. » Un sourire poli, professionnel. Julien feuilletait un magazine d'architecture. Il s'est levé pour m'embrasser. « Salut, maman. Ça va ?» Rapide, distrait. Mathieu était assis dans un coin, les mains croisées sur ses genoux. Il avait l'air nerveux. « Maman. » Il a essayé de me prendre la main. Je l'ai retirée doucement. « Bonjour, mes fils. » Un silence gêné. Nous n'avions pas été ensemble dans la même pièce depuis... Je ne savais même plus. Noël dernier? Non. L'anniversaire d'Henri en avril? Non. Il n'était pas venu. Pâques de l'année dernière, peut-être. La secrétaire nous a fait entrer dans le bureau de Maître Rousseau. Un grand bureau aux murs couvert de bibliothèques rempli de livres juridiques. Maître Rousseau était un homme de 65 ans environ. Cheveux gris, lunettes fines, costume 3 pièces. Madame Laporte, messieurs, asseyez-vous, je vous prie. Nous nous sommes installés, moi d'un côté du bureau, les 3 garçons de l'autre, comme 2 camps opposés. Maître Rousseau a ouvert un dossier. Il a posé ses mains dessus et nous a regardés par-dessus ses lunettes. Nous sommes réunis aujourd'hui pour la lecture du testament de Monsieur Henri Laporte, décédé le 11 octobre 2023. Ce testament a été rédigé et signé le 2 septembre 2023 en ma présence et respecte toutes les exigences légales. Il a marqué une pause. Antoine se penchait légèrement en avant. Julien avait posé son téléphone. Mathieu se mordait la lèvre. Monsieur Laporte était saint d'esprit au moment de la rédaction de ce testament. Je peux en témoigner personnellement. Il savait exactement ce qu'il faisait et pourquoi il le faisait. Maître Rousseau m'a regardé. J'ai hoché la tête. Il a continué. Voici donc les dispositions testamentaires de Monsieur Henri Laporte. Il a commencé à lire, lentement, avec cette voix monocorde des notaires qui récitent des textes juridiques. Je sous-signais, Henri Laporte, déclare par la présente léguer l'intégralité de mes biens, meubles et immeubles, comptes bancaires, placements, assurance vie et tout autre actif dont je dispose, à mon épouse, Madame Faustine Laporte, née Mercier. Antoine a sursauté. « Attendez, quoi ?» Maître Rousseau a levé la main. « Laissez-moi finir, s'il vous plaît. » Il a continué. « Mes 3 fils, Antoine, Julien et Mathieu Laporte, ne recevront rien de mon vivant, ni après ma mort, sauf si mon épouse en décide autrement de son plein gré. Cette décision est définitive et réfléchie. » Le silence dans la pièce était assourdissant. Julien a été le premier à réagir. « C'est une blague ? Je vous assure que non, monsieur Laporte. » Antoine s'est levé brusquement. « Ce testament n'est pas valide. Papa était malade. Il ne savait pas ce qu'il faisait. » Maître Rousseau est resté imperturbable. « Monsieur Laporte, votre père était parfaitement lucide lorsqu'il a rédigé ce document. J'en suis témoin. Et j'ai ici un certificat médical daté du 1er septembre, soit un jour avant la signature, attestant de ses pleines capacités mentales. » Mathieu regardait fixement le sol. Il tremblait. Antoine s'est tourné vers moi. « Maman, dis-lui que c'est absurde. Papa ne pouvait pas faire ça. » J'ai respiré profondément. « Ton père savait exactement ce qu'il faisait, Antoine. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait? » Cette question que j'avais attendue. Cette question qui prouvait qu'il ne comprenait toujours pas. « Vous voulez vraiment savoir ce que vous avez fait ?» Julien s'est tourné vers moi. « Oui, on veut savoir. Parce que franchement, ça n'a aucun sens. » J'ai sorti de mon sac une feuille de papier. Une feuille que j'avais préparée le matin même. Une chronologie. Simple. Factuelle. Voici ce que vous avez fait. J'ai commencé à lire. Juin 2023. Votre père apprend qu'il a un cancer en phase terminale. Il vous appelle tous les 3. Aucun de vous n'est venu le voir. Juillet. Votre père commence la chimiothérapie. Il vous envoie des messages pour vous tenir au courant. Antoine répond 1 fois sur 3. Julien pas du tout. Mathieu envoie des émojis cœur sans jamais appeler. Août. Votre père perd 15 kilos. Il ne peut presque plus manger. Je vous envoie des photos parce que je pense que ça vous fera réagir. Antoine me dit que ça fait peur. Julien me dit que c'est dur à voir. Mathieu ne répond pas. Septembre. Votre père demande à vous voir. Tous ensemble, une dernière fois. Antoine dit qu'il est à Barcelone. Julien dit qu'il a une deadline. Mathieu dit qu'il ne peut pas gérer émotionnellement. Début octobre. Je vous appelle pour vous dire que c'est une question de jours. Antoine dit qu'il rentrera vendredi. Julien dit qu'il essaiera de venir demain. Mathieu dit qu'il ne peut pas. 11 octobre. Votre père meurt, à 6h23 du matin. J'étais seule avec lui. Vous n'étiez pas là. 13 octobre. Enterrement de votre père. Antoine préfère un dîner d'affaires.
Julien préfère une fête d'anniversaire. Mathieu me dit, et je cite, « Laisse de drame, maman. Papa est déjà mort. Ça ne fera pas de différence. » J'ai relevé les yeux. Antoine était blême. Julien fixait ses mains. Mathieu pleurait silencieusement. « Alors voilà ce que vous avez fait. Vous avez abandonné votre père mourant. Vous avez choisi vos vies, vos projets, vos envies, plutôt que lui. Et maintenant vous me demandez pourquoi il vous a déshérité ?» Ma voix était calme. Trop calme peut-être, mais c'était la seule façon de ne pas crier. « Maman !» Antoine cherchait ses mots. On ne savait pas que c'était... qu'il allait... Si, Antoine. Vous saviez, je vous l'ai dit, plusieurs fois. Mais vous avez choisi de ne pas entendre. Julien s'est levé. Ce n'est pas juste. On a nos vies. On ne peut pas tout laisser tomber à chaque fois que... À chaque fois que quoi? À chaque fois que votre père meurt? Parce que ça n'arrive qu'une fois, Julien. Une seule fois. Et vous avez raté cette unique occasion de lui dire au revoir. Mathieu sanglotait maintenant. Maman, je suis désolée. Je suis tellement désolée. Je me suis tournée vers lui. Désolé de quoi, Mathieu? D'avoir été absent? Ou désolé de ne pas hériter? Il n'a pas répondu. Maître Rousseau a toussé doucement. Madame Laporte, si vous le souhaitez, nous pouvons poursuivre cet entretien en privé. J'ai secoué la tête. Non, ils ont le droit d'entendre la suite. Je me suis levée. J'ai fait face à mes 3 fils. Votre père m'a laissé un choix. Je peux vous donner une partie de l'héritage, si je le souhaite. Mais il m'a demandé de ne le faire que si vous le méritiez vraiment. Antoine a relevé la tête, un éclair d'espoir dans les yeux. Alors voilà ma décision. J'ai marqué une pause. Mon cœur battait fort, mais ma voix était ferme. Je vais respecter la volonté de votre père. Vous n'aurez rien. Le silence qui a suivi ma déclaration était presque palpable, comme si l'air lui-même avait retenu son souffle. Puis Antoine a explosé. « Tu ne peux pas faire ça. C'est illégal. On va contester ce testament. » Maître Rousseau est intervenu calmement. « Monsieur Laporte, le testament de votre père est parfaitement légal. Votre mère est l'unique héritière. Elle a le droit absolu de disposer de ses biens comme elle l'entend. Mais c'est notre père aussi. On a des droits. En France, monsieur, les parents n'ont aucune obligation légale de léguer quoi que ce soit à leurs enfants adultes. La réserve héréditaire s'applique dans le sens inverse, des enfants vers les parents, mais pas dans votre cas. » Antoine s'est tourné vers moi, le visage rouge. « Maman, tu ne peux pas nous faire ça. Cette maison, cet argent, papa a travaillé pour nous aussi. » « Non, Antoine, papa a travaillé pour nous, pour lui et moi. Vous, il vous a élevé, nourri, éduqué, payé vos études, payé vos appartements, payé vos dettes, encore et encore. Et vous, qu'est-ce que vous lui avez donné en retour? On l'aimait? Vraiment? » J'ai sorti mon téléphone. J'avais préparé quelque chose d'autre, une capture d'écran. « Tu veux que je te montre ton dernier message à ton père? Celui du 8 octobre, 3 jours avant sa mort ?» J'ai lu à voix haute. « Papa, je suis en réunion, je te rappelle. » Tu ne l'as jamais rappelé, Antoine, jamais. Antoine a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Aucun mot ne sortait. Julien s'est levé à son tour, plus calme, plus calculateur. « Maman, écoute, je comprends que tu sois en colère. Tu as raison, on aurait dû être plus présent. Mais là, tu es sous le choc du deuil. Tu ne penses pas clairement. On devrait peut-être attendre quelques mois avant de prendre des décisions définitives. Tu veux dire attendre que ma colère passe? Que je redevienne la mère docile qui pardonne tout? Non. Je veux dire, Julien, j'ai 61 ans. J'ai toute ma tête. Cette décision, je l'ai prise en pleine conscience. Votre père vous a déshérité parce que vous l'avez abandonné. Et moi, je respecte sa volonté parce qu'il avait raison. » Mathieu s'est approché de moi, les yeux rouges, la voix tremblante. « Maman, s'il te plaît, je sais que j'ai été nulle. Je sais que j'aurais dû être là, mais je peux changer. Laisse-moi te prouver que je peux changer. » J'ai regardé mon plus jeune fils. Celui que j'avais bercé pendant des heures quand il faisait des cauchemars. Celui pour qui j'avais chanté des berceuses jusqu'à m'endormir moi-même, assise sur le bord de son lit. Et j'ai vu un homme de 29 ans qui avait appris qu'il pouvait toujours obtenir ce qu'il voulait en pleurant. « Mathieu, si tu veux changer, fais-le. Mais fais-le pour toi, pas pour l'argent. Ce n'est pas une question d'argent. Si, c'est exactement ça. Si votre père n'avait rien laissé, est-ce que tu serais ici aujourd'hui? Est-ce que vous seriez tous les 3 dans ce bureau? » Aucun d'eux n'a répondu. Voilà, vous avez votre réponse. Antoine a changé de tactique. Il s'est rassis. Il a pris une grande inspiration. Puis il a dit, d'une voix plus douce, « Maman, on sait qu'on a fait des erreurs, mais tu es notre mère. Tu ne peux pas nous renier comme ça. Qu'est-ce que papa aurait pensé s'il te voyait nous rejeter?
Papa m'a demandé de faire exactement ça. Mais toi, qu'est-ce que tu veux? C'était une bonne question. Une question intelligente. Antoine avait toujours été le plus stratégique des trois. Je me suis assise, j'ai posé mes mains sur le bureau, et j'ai regardé mes 3 fils dans les yeux, l'un après l'autre. Ce que je veux remonter le temps. Je veux que vous soyez encore ces petits garçons qui couraient vers moi en criant « Maman !» quand je rentrais du travail. Je veux que vous soyez encore ces adolescents qui me demandaient conseil pour leur premier chagrin d'amour. Je veux que vous soyez encore ces jeunes hommes qui appelaient juste pour discuter, sans rien demander. Ma voix s'est brisée légèrement. Mais j'ai continué. Mais ces garçons-là n'existent plus. Et les hommes que vous êtes devenus, je ne les reconnais pas. Je ne sais pas quand ça s'est passé. Je ne sais pas si c'est notre faute ou la vôtre. Mais la vérité, c'est que vous n'êtes plus mes fils. Vous êtes des étrangers qui portent mon nom. Mathieu a secoué la tête. Non, maman, ne dis pas ça. C'est la vérité, Mathieu. Et vous le savez aussi bien que moi. Julien s'est levé brusquement. Très bien. Si c'est comme ça, garde ton argent, garde ta rancune. Mais ne viens pas pleurer quand tu seras vieille et seule, et que personne ne sera là pour s'occuper de toi. Ces mots étaient comme un couteau. Je me suis levée à mon tour, et j'ai dit, d'une voix glaciale, « Julien, je suis déjà seule. Ça fait des années que je suis seule. La seule différence, c'est que maintenant, je l'accepte. » Il a reculé, comme si je l'avais giflé. Antoine a ramassé sa veste. On s'en va. Mais ce n'est pas fini. On va voir un avocat. On va se battre. Deus, faites ce que vous voulez. Vous perdrez. Mais au moins, ça vous donnera une occupation. Ils sont sortis, tous les 3. Antoine en premier, furieux. Julien derrière, la mâchoire serrée. Mathieu en dernier, se retournant une fois vers moi, les yeux pleins de larmes. La porte s'est refermée. Je suis restée debout, immobile, pendant un long moment. Maître Rousseau ne disait rien. Il attendait. Puis, lentement, je me suis rassise. « Madame Laporte, a-t-il dit doucement, ce que vous venez de faire était très courageux. Ou très cruel. Non, juste, il y a une différence. » J'ai hoché la tête, mais je ne me sentais pas courageuse. Je me sentais vidée, épuisée, comme si je venais de courir un marathon. « Que se passe-t-il maintenant ?» ai-je demandé. « Maintenant, nous finalisons les démarches. L'appartement sera transféré à votre nom. L'assurance vie également. Tout sera réglé d'ici 3 à 4 semaines. Et s'ils contestent, ils peuvent essayer. Mais comme je l'ai dit, le testament est inattaquable. Votre mari était sain d'esprit, le document est légal, et vous êtes son épouse. En droit français, vous êtes parfaitement dans votre droit. » D'accord. Je me suis levée pour partir. Maître Rousseau m'a raccompagnée jusqu'à la porte de son bureau. « Madame Laporte, a-t-il dit avant que je ne parte, puis-je me permettre une observation personnelle ?»« Bien sûr. J'ai lu la lettre que votre mari m'a laissée, celle qu'il m'a demandé de lire après sa mort. Il vous aimait profondément, et il voulait que vous soyez heureuse. Ne l'oubliez pas. » Ces mots ont résonné en moi tout le chemin du retour. Quand je suis rentrée à l'appartement, il était 17 heures. La lumière de novembre déclinait déjà. J'ai allumé les lampes. J'ai mis de l'eau à chauffer pour un thé. Et puis j'ai pleuré. J'ai pleuré pour ces 3 petits garçons que j'avais perdus quelque part en route. J'ai pleuré pour Henri qui avait dû prendre cette décision terrible. J'ai pleuré pour ces 40 années de mariage qui se terminaient dans la solitude. Mais j'ai aussi pleuré de soulagement, parce que c'était fini. Le mensonge était fini. Le faux semblant était fini. La culpabilité était finie. J'avais dit la vérité. J'avais posé mes limites. J'avais honoré la volonté d'Henri. Mon téléphone a sonné vers 20 heures. C'était Antoine. J'ai hésité, puis j'ai répondu. « Maman ». Sa voix était différente, plus calme, plus froide. J'ai parlé avec un avocat. Il confirme que le testament est valide. On ne peut rien faire. Je sais. Donc voilà. C'est comme ça. Tu as fait ton choix. Oui. Un silence. Puis, tu sais ce que ça veut dire ? Ça veut dire que tu n'as plus de fils. Parce que nous, on n'a plus de mère. Ces mots auraient dû me détruire. Quelques semaines plus tôt, ils m'auraient détruite. Mais maintenant, étrangement, ils ne faisaient plus mal. Antoine, je n'ai plus eu de fils le jour où vous avez choisi vos agendas plutôt que les funérailles de votre père. Alors oui, tu as raison. C'est fini. Tu ne le regretteras pas ? Peut-être, mais je peux vivre avec les regrets. Ce que je ne peux plus vivre, c'est le mensonge. Il a raccroché sans dire au revoir. Julien a envoyé un message le lendemain. « Tu as détruit notre famille. J'espère que l'argent en valait la peine. » Mathieu n'a rien dit. Rien du tout. Et d'une certaine façon, son silence était pire que la colère de ses frères. Les jours suivants ont été étranges.
Je m'attendais à me sentir coupable, à regretter, à vouloir revenir en arrière. Mais non, je me sentais légère, comme si un poids énorme avait été retiré de mes épaules. Un poids que je portais depuis des années, sans même m'en rendre compte. Le poids de l'espoir. L'espoir que mes fils redeviennent un jour les enfants que j'avais aimés. L'espoir que tout s'arrangerait. L'espoir que l'amour maternel suffirait. Mais l'espoir, parfois, est juste une autre forme de déni. Une semaine après la lecture du testament, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, manuscrite, envoyée par la poste. L'enveloppe était rose pâle. L'écriture était élégante, légèrement tremblante. Je l'ai ouverte. « Chère Madame Laporte, vous ne me connaissez pas. Je m'appelle Marguerite Blanc. J'étais l'infirmière de votre mari pendant ces dernières semaines à l'hôpital de jour. Je me permets de vous écrire parce que Monsieur Laporte m'avait fait promettre de le faire si jamais, enfin, après son départ. Votre mari était un homme extraordinaire. Malgré la douleur, malgré la fatigue, il gardait toujours le sourire. Il me parlait souvent de vous, de vos 40 années de mariage, de vos voyages, de vos rires. Mais il me parlait aussi de ses fils. Et là, son visage changeait. Il devenait triste. « Marguerite, me disait-il, j'ai échoué quelque part. Mes garçons ne m'aiment plus, ou peut-être qu'ils ne m'ont jamais vraiment aimé. » Je lui disais que ce n'était pas vrai, mais il secouait la tête. « Si, Marguerite, je le sais, et Faustine le sait aussi, même si elle refuse de l'admettre. » Un jour, il m'a demandé de noter quelque chose. Il était trop faible pour écrire. Alors, je lui ai tendu un stylo et du papier, et il m'a dicté ceci. « Faustine, si tu lis cette lettre, c'est que Marguerite a tenu sa promesse. Je voulais te dire une dernière chose, quelque chose que je n'ai pas osé mettre dans ma lettre officielle. Ne te sens jamais coupable de les avoir perdus. Ce ne sont pas tes enfants que tu as perdus, ce sont eux qui se sont perdus eux-mêmes. Et ce n'est pas de ta faute. Tu as été une mère merveilleuse, une épouse parfaite, une femme admirable. Maintenant, sois heureuse. C'est tout ce que je te demande. Sois heureuse. Voilà, Madame Laporte, je voulais que vous ayez ces mots. Votre mari vous aimait plus que tout au monde, et il voulait que vous sachiez que vous n'aviez rien à vous reprocher. Prenez soin de vous. Avec toute ma sympathie, Marguerite Blanc. » J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée avec les autres lettres d'Henri, et j'ai souri à travers mes larmes. Henri avait pensé à tout, même à ça, même à me libérer de la culpabilité qui aurait pu me détruire. Ce soir-là, j'ai pris une décision que j'aurais dû prendre depuis longtemps. J'ai appelé une agence immobilière. « Bonjour, je voudrais vendre mon appartement. »« Bien sûr, madame. Où se situe-t-il ?»« À Villeurbanne. 3 pièces, 85 mètres carrés, balcon, vue dégagée. »« Parfait. Et vous cherchez quelque chose d'autre dans la région ?»« Non, je déménage à Paris. » Ces mots, ces simples mots. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des mois. « Très bien, madame. Je peux passer faire une estimation cette semaine si vous voulez. »« Oui, le plus tôt possible. » J'ai raccroché, et j'ai regardé autour de moi. Cet appartement, ces murs, ces meubles, tous ces souvenirs. Il était temps de partir. Il était temps de vivre. Je me demande encore si j'ai fait le bon choix. Et vous, qu'auriez-vous fait à ma place? L'appartement s'est vendu en 3 semaines. 365 000 €. 15 000 de plus que l'estimation initiale. L'agent immobilier m'a dit que c'était grâce à la luminosité et au balcon. Moi, je savais que c'était grâce à Henri. Il avait toujours eu le don de choisir les bons endroits. Pendant ces 3 semaines, j'ai vécu dans une sorte de transe productive. Je triais, je rangeais, je donnais. 40 ans de vie commune ne tiennent pas dans quelques cartons. Il faut faire des choix. Garder l'essentiel. Lâcher le reste. Les costumes d'Henri sont allés à une association qui aide les hommes en réinsertion professionnelle. Ses livres à la bibliothèque municipale. Ses outils à un voisin qui avait toujours admiré sa collection de tournevis anciens. Les meubles, je les ai vendus. Sauf 3 choses, notre lit, la bibliothèque qu'Henri avait montée, et le fauteuil dans lequel il s'asseyait chaque soir pour lire. Ces 3 choses feraient le voyage avec moi. Mes fils n'ont pas appelé. Pas une seule fois. Pas pour demander si j'avais besoin d'aide pour le déménagement. Pas pour demander si je voulais qu'ils viennent chercher quelques affaires de leur père. Pas même pour me dire au revoir. C'était comme s'ils m'avaient effacé de leur vie. Et étrangement, ça ne me faisait plus mal. Ou plutôt, ça faisait mal d'une façon différente. Pas une douleur aiguë, plutôt une tristesse sourde, lointaine, comme un vieux chagrin qu'on a appris à porter. Un après-midi, alors que je pliais des draps dans la chambre, j'ai entendu mon téléphone sonner. Un numéro que je ne connaissais pas. « Allô? Madame Laporte? C'est Chloé. Chloé Moreau. L'amie de Julien. » J'ai mis quelques secondes à comprendre. Chloé,
la fille dont Julien m'avait parlé 1 ou 2 fois, celle pour qui il avait raté mon 60e anniversaire. « Bonjour Chloé. Madame, je sais que ce n'est pas ma place, mais je voulais vous dire quelque chose. Je t'écoute. » Un silence. Puis, d'une voix hésitante, « Julien, il ne va pas bien. Depuis la lecture du testament. Il boit beaucoup. Il est en colère tout le temps. Hier soir, il a dit des choses horribles sur vous. Et j'ai eu peur. Peur de quoi? Peur de ce qu'il pourrait faire. Mon cœur s'est serré. Chloé, tu penses qu'il pourrait me faire du mal? Non, pas ça. Mais du mal à lui-même peut-être. Il parle de tout lâcher. Son travail, son appartement. Il dit que plus rien n'a de sens. J'ai fermé les yeux. Une part de moi voulait raccrocher. Me dire que ce n'était plus mon problème. Qu'il avait fait ses choix et devait en assumer les conséquences. Mais une autre part, la part maternelle qui ne meurt jamais complètement, voulait courir vers lui, le prendre dans mes bras, lui dire que j'étais là. « Chloé, » ai-je dit doucement, « je comprends que tu t'inquiètes. Et c'est honorable de ta part de m'appeler. Mais Julien est un adulte. S'il va mal, il doit chercher de l'aide, un thérapeute, un médecin. Mais pas moi. Mais vous êtes sa mère? Je suis une femme qui l'a rejeté parce qu'elle n'avait plus d'argent à lui donner. Ce n'est pas la même chose. » Madame Laporte, sa voix tremblait. « Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé entre vous. Julien ne veut pas en parler. Mais je vois bien qu'il souffre. Et je pensais que peut-être, tu pensais que je pourrais arranger les choses, que je pourrais revenir sur ma décision, que je pourrais lui donner de l'argent et tout redeviendrait comme avant. » Un silence. Puis, tout doucement. « Oui. Chloé, est-ce que Julien t'a raconté pourquoi il n'est pas venu à l'enterrement de son père? Il a dit qu'il avait une fête, mon anniversaire. Et tu trouves ça normal? » Silence encore. « Laisse-moi te raconter quelque chose, Chloé. Le père de Julien était en train de mourir. Pendant 3 mois, je l'ai supplié de venir. Juste une fois. Juste 1 heure. Pour dire au revoir à l'homme qu'il avait élevé, aimé, soutenu pendant 32 ans. Et Julien a choisi une fête. Ta fête d'ailleurs. Je ne t'en veux pas, tu ne savais probablement pas. Mais lui savait. Et il a choisi. » J'ai entendu Chloé respirer rapidement de l'autre côté, comme si elle retenait ses larmes. « Alors oui, Julien souffre. Mais ce n'est pas parce qu'il m'a perdu, c'est parce qu'il a perdu de l'argent. Et ça, Chloé, ce n'est pas mon problème, c'est le sien. Je comprends. Prends soin de toi, Chloé. Et si tu veux un conseil, regarde bien l'homme avec qui tu es. Parce qu'un homme qui abandonne son père mourant est un homme qui abandonnera n'importe qui. » J'ai raccroché. Mes mains tremblaient, mais je n'ai pas rappelé. Je ne suis pas allée voir Julien. J'ai respiré profondément et j'ai continué à plier mes draps. Quelques jours plus tard, j'ai reçu un mail d'Antoine. Un long mail, tapé tard dans la nuit, visiblement. « Maman, je sais que tu ne veux plus me parler. Je sais que je n'ai plus le droit de t'appeler maman. Mais j'écris quand même. Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit chez le notaire, à cette chronologie, à tous ces moments où j'aurais dû être là et où je n'étais pas. Tu as raison. Surtout, j'ai été égoïste. J'ai été lâche. J'ai mis mon travail, mon confort, ma vie avant vous. Et je me suis dit que ce n'était pas grave, que vous comprendriez, que j'avais le temps. Mais je n'avais pas le temps. Papa est mort, et je n'ai pas dit au revoir. Tu sais ce qui me tue? Ce n'est pas l'argent. Enfin si, au début, c'était l'argent. Je ne vais pas mentir. Quand j'ai appris que papa ne nous avait rien laissé, j'étais furieux. Je me sentais trahi. Mais maintenant je comprends. Papa ne nous a pas trahis. C'est nous qui l'avons trahi. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de changer ta décision. Tu as raison de respecter la volonté de papa. Je voulais juste que tu saches que j'ai compris. Trop tard, je sais, mais j'ai compris. Je suis désolée, maman, pour tout. Antoine. J'ai lu ce mail 3 fois. J'ai cherché la manipulation, le piège, la phrase qui révélerait que c'était juste une autre stratégie pour obtenir ce qu'il voulait. Mais je n'ai rien trouvé. Peut-être qu'Antoine disait la vérité. Peut-être qu'il avait vraiment compris. Ou peut-être qu'il était juste devenu meilleur pour manipuler. J'ai répondu. Un seul paragraphe. Antoine, merci pour ton honnêteté. Je la reçois. Mais comprendre n'est que la première étape. Changer est la suivante. Si tu veux vraiment te racheter, ne le fais pas pour moi. Fais-le pour toi. Deviens l'homme que ton père espérait que tu deviendrais. Je te souhaite bonne chance. Faustine. Pas maman. Faustine. Parce que je n'étais plus sa mère. J'étais juste une femme qui avait autrefois aimé un petit garçon qui n'existait plus. Le jour du déménagement est arrivé. 2 hommes costauds sont venus charger mes cartons dans un camion. Ils étaient efficaces, polis, silencieux. En 3 heures, l'appartement était vide.
J'ai fait un dernier tour. La chambre où Henri et moi avions dormi pendant 2 ans. Le salon où nous avions regardé nos séries préférées. La cuisine où nous avions pris notre dernier café ensemble, 3 jours avant sa mort. J'ai touché les murs, comme pour dire au revoir, non pas à l'appartement, mais à cette vie de femme mariée, cette vie de mère, cette vie qui s'était terminée le 11 octobre à 6h23 du matin. « Madame, on y va ?» a demandé un des déménageurs. « Oui, on y va. » J'ai fermé la porte. J'ai donné les clés au nouveau propriétaire, un jeune couple avec un bébé. Ils m'ont remercié. Ils avaient l'air heureux. « Vous allez être bien ici, » leur ai-je dit. « C'est un bon appartement. » Il a été aimé. Dans le train pour Paris, j'ai regardé le paysage défiler. Les champs, les villages, les clochers d'église, tout ce que je laissais derrière. J'avais mon sac à main sur mes genoux. Dedans, il y avait 3 choses. Mon portefeuille, mon téléphone et l'alliance d'Henri. Je l'avais enlevé de mon doigt ce matin. Pas parce que je ne l'aimais plus, mais parce qu'il était temps d'avancer. J'avais prévu de la mettre dans un tiroir, de la ranger avec les lettres d'Henri. Mais au dernier moment, j'avais pris une chaîne en or, un cadeau d'Henri pour mes 50 ans, et j'avais enfilé l'alliance dessus. Maintenant, elle reposait contre mon cœur, cachée sous mon pull, invisible mais présente, comme Henri, parti mais toujours là. À Paris, j'avais loué un petit studio dans le Marais, 40 mètres carrés, au 4e étage, sans ascenseur. Une fenêtre qui donnait sur les toits, exactement ce que j'avais toujours rêvé. Quand je suis arrivé, le soleil se couchait. La lumière dorée inondait la pièce. J'ai posé mon sac. Je me suis approché de la fenêtre et j'ai regardé Paris s'allumer lentement. Quelque part dans cette ville, des gens rentraient chez eux. Des familles dînaient ensemble. Des couples s'embrassaient. Des enfants riaient. La vie continuait. Partout. Pour tout le monde. Et maintenant, elle continuait aussi pour moi. J'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mes contacts. Et j'ai supprimé 3 noms. Antoine, Julien, Mathieu. Ce n'était pas de la cruauté. C'était de la survie. Henri m'avait demandé de vivre. Alors j'allais vivre. Pour lui. Pour moi. Pour tous ces rêves que nous avions eus et que nous n'avions jamais réalisés. J'ai pris une photo de la vue depuis ma fenêtre. Les toits de zinc. La tour Eiffel au loin. Le ciel qui passait du rose au violet. Et j'ai pensé, on y est, Henri. On est à Paris. Ce soir-là, j'ai dormi dans mon nouveau lit. Le lit que j'avais partagé avec Henri. Seule, maintenant. Mais pas malheureuse. Juste, en paix. Pour la première fois depuis des mois, je me sentais légère, libre, vivante. La vie que j'avais connue était terminée. Mais une nouvelle vie commençait. Et cette fois, elle serait mienne. Vraiment mienne. Les premiers mois à Paris ont été étranges. Pas difficiles. Juste, différents. Je me réveillais chaque matin dans ce petit studio baigné de lumière. Je buvais mon café devant la fenêtre, regardant les pigeons se poser sur les toits de zinc. Je lisais, je marchais, je découvrais ma ville, le Marais, avec ses rues médiévales et ses boutiques de créateurs, le Luxembourg, où je m'asseyais sur un banc pour observer les enfants jouer près du bassin, les quais de Seine, où je marchais pendant des heures, m'arrêtant devant les bouquinistes. J'ai pris des cours de peinture dans un atelier près de Montmartre. Le professeur, un homme aux cheveux blancs et aux yeux malicieux, m'a dit « Madame, vous avez du talent. Mais surtout, vous avez quelque chose de plus rare. Vous avez une histoire dans les mains. » Je ne savais pas ce qu'il voulait dire, mais j'ai continué à peindre. Des toits, des fenêtres, des ciels parisiens. J'ai aussi commencé à aller au théâtre, seule. Au début, c'était étrange. Voir tous ces couples, toutes ces familles, être la femme seule au milieu de la foule. Mais petit à petit, j'ai appris à aimer cette solitude. Elle n'était plus un vide. C'était un espace rien qu'à moi. Je n'ai plus eu de nouvelles de mes fils. Pas un appel, pas un message, rien. Et je n'ai pas cherché à en avoir. Puis, 6 mois après mon installation à Paris, j'ai reçu un appel. Un numéro de Lyon que je ne connaissais pas. Madame Laporte ? Oui ? Bonjour. Je suis Claire Dumont, assistante sociale à l'hôpital Édouard Herriot. J'appelle au sujet de votre fils, Mathieu Laporte. Mon cœur s'est arrêté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il va bien, ne vous inquiétez pas. Enfin, physiquement, il va bien. Mais il a été admis hier soir. Tentative de... Elle a hésité. Tentative d'automutilation. Le monde a basculé. Quoi ? Il s'est coupé les poignets. Pas profondément. Un appel à l'aide, selon le psychiatre. Il est stable maintenant. Mais, madame, il vous a demandé. Il répète votre nom. Il dit qu'il veut vous parler.
J'ai fermé les yeux, respiré. Donnez-moi une seconde. Bien sûr, mon fils, mon bébé, Mathieu, celui que j'avais bercé pendant des nuits entières, celui qui pleurait quand je partais travailler, celui qui disait « Maman, reste encore 5 minutes tous les soirs au moment du coucher ». Ce Mathieu-là avait essayé de mourir. Madame Laporte, vous êtes toujours là? Oui, je suis là. Vous pouvez venir? Pouvais-je? Devais-je? Henri m'avait demandé de vivre ma vie, de ne pas me laisser aspirer par leur chaos. Mais Henri m'avait aussi appris la compassion, la différence entre la justice et la cruauté. Je ne peux pas venir. Pas maintenant. Un silence. Je comprends. C'est une situation compliquée. Mais puis-je vous demander de lui parler? Juste 2 minutes. Le psychiatre pense que ça l'aiderait. D'accord. Passez-le-moi. J'ai attendu. Des bruits de couloir, des portes qui s'ouvrent, puis une voix, faible, cassée. « Maman ?» J'ai senti les larmes monter, mais je les ai retenues. « Mathieu, maman, je suis désolée, je suis tellement désolée. Qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en pouvais plus. Léa m'a quittée. J'ai perdu mon appartement. J'ai des dettes partout. Et toi tu n'es plus là. Plus personne n'est là. Mathieu, je sais ce que tu vas dire, que c'est ma faute, que j'ai fait mes choix. Et tu as raison. Mais maman, je ne veux plus vivre comme ça. Je ne veux plus être cette personne. Alors ne le sois pas. » Un sanglot. « Comment je fais? Tu demandes de l'aide, de la vraie aide, à un psychologue, à un médecin. Tu fais le travail, le dur travail de te regarder en face et de changer. Mais j'ai besoin de toi. Non, Mathieu, tu as besoin de toi. Moi, je ne peux pas te sauver. Personne ne peut te sauver, sauf toi-même. Maman, s'il te plaît, reviens. Je ne reviendrai pas. Ces mots terribles, mais nécessaires. Tu m'abandonnes, comme papa m'a abandonné? Non, Mathieu, c'est toi qui nous as abandonnés, ton père et moi. Et maintenant, tu récoltes ce que tu as semé. C'est cruel. Non, c'est juste. Un long silence. Puis, d'une voix à peine audible, « Je te déteste, je sais. Mais un jour peut-être, tu comprendras que te dire non, c'est la plus grande preuve d'amour que je pouvais te donner. Je ne veux plus jamais te parler. C'est ton choix. Je le respecte. » J'ai raccroché et j'ai pleuré. Longtemps, violemment. Parce que même si j'avais fait le bon choix, ça ne voulait pas dire que c'était facile. 2 semaines plus tard, j'ai reçu un autre appel. Cette fois, c'était une femme que je ne connaissais pas. « Madame Laporte, je suis Sophie. Sophie Martin. L'ex-femme, enfin, l'ex-compagne d'Antoine. Bonjour Sophie. Je sais que ce n'est pas ma place d'appeler, mais je voulais que vous sachiez quelque chose. Antoine et moi, on a rompu. Oh, je suis désolée. Ne le soyez pas. » Un rire amer. C'était inévitable. Depuis l'histoire de l'héritage, Antoine est devenu quelqu'un d'autre. Il boit. Il passe ses journées à ruminer. Il a perdu 2 clients importants parce qu'il ne se présentait pas au rendez-vous. Je vois. Mais ce n'est pas pour ça que j'appelle. Je voulais vous dire, elle a hésité. Je voulais vous dire que vous avez eu raison. Raison? De ne rien leur donner. Antoine m'a tout raconté. L'enterrement, les lettres de votre mari, tout. Et au début, j'étais de son côté. Je me disais, comment une mère peut-elle faire ça? Mais plus j'écoutais, plus je comprenais. Comprenez quoi? Qu'Antoine n'a jamais aimé son père. Ni vous, d'ailleurs. Il aimait ce que vous pouviez lui donner. L'argent, la sécurité, le filet de sauvetage. Et quand ce filet a disparu, il s'est effondré. Sophie, je ne vous appelle pas pour que vous changiez d'avis. Je vous appelle pour vous dire merci. Parce que si vous lui aviez donné cet argent, Antoine serait resté exactement le même. Un éternel enfant gâté. Mais maintenant, il est obligé de grandir. Et peut-être qu'un jour, il deviendra l'homme qu'il aurait toujours dû être. J'espère que vous avez raison. Moi aussi. Prenez soin de vous, Madame Laporte. Elle a raccroché. Et moi, je suis restée là, assise près de ma fenêtre, regardant les toits de Paris, comprenant que la justice n'est pas toujours immédiate. Parfois, elle prend du temps. Parfois, elle passe par des chemins détournés. Mais elle arrive toujours. 3 mois plus tard, j'étais dans un café du Marais. Je lisais un livre, Les années, d'Annie Ernaux, quand j'ai levé les yeux et que je l'ai vue. Une femme, la trentaine, assise quelques tables plus loin. Elle pleurait silencieusement, le visage caché derrière ses mains. Je ne sais pas pourquoi, mais quelque chose m'a poussé à me lever, à m'approcher. « Pardon, mademoiselle, ça va ?» Elle a levé les yeux, rougie, gonflée. Oui, non, je ne sais pas. Vous voulez en parler ?
Elle m'a regardée, surprise. Puis elle a hoché la tête. Je me suis assise en face d'elle, et elle m'a raconté. Son père venait de mourir, un cancer. Elle n'avait pas pu être là. Elle vivait en Australie. Les vols étaient trop chers. Le travail ne lui avait pas donné de congé. Elle était arrivée 3 jours après l'enterrement. Je ne lui ai jamais dit au revoir, murmurait-elle. Je ne lui ai jamais dit que je l'aimais. Et maintenant, c'est trop tard. J'ai pris sa main. Ce n'est pas trop tard. Bon, comment ça? Parce que l'amour ne meurt pas avec les gens. Il reste, et votre père le sait, où qu'il soit. Elle a pleuré, et moi aussi. Nous avons parlé pendant 2 heures. Je lui ai raconté Henri. Elle m'a raconté son père. 2 inconnus, 2 douleurs différentes, mais la même blessure fondamentale, le regret. Quand nous nous sommes séparés, elle m'a serré dans ses bras. Merci, a-t-elle dit. Vous m'avez sauvé aujourd'hui. Non, ai-je répondu. C'est vous qui m'avez sauvé. Parce qu'en écoutant sa douleur, j'avais compris quelque chose d'essentiel. Mes fils souffraient, vraiment. Le karma les avait rattrapés. Antoine avait tout perdu. Sa compagne, son travail, sa stabilité. Julien s'effondrait sous le poids de sa propre colère. Mathieu était tombé si bas qu'il avait voulu mourir. Et moi, j'aurais pu me réjouir. J'aurais pu dire, voilà, ils récoltent ce qu'ils ont semé. Mais non, je ressentais juste de la tristesse. Pas pour eux, pour ce qui aurait pu être. Pour ces 3 petits garçons qui auraient pu devenir des hommes bons. Pour cette famille qui aurait pu rester unie. Pour cet amour qui aurait pu durer. Mais le karma n'est pas une vengeance. C'est juste un miroir. Il renvoie à chacun l'image de ses propres choix. Mes fils avaient choisi l'égoïsme. Et maintenant, ils vivaient dans un monde où personne ne pensait à eux non plus. Ils avaient choisi l'indifférence. Et maintenant, ils étaient seuls. Ils avaient choisi l'argent. Et maintenant, sans argent, ils ne savaient plus qui ils étaient. Ce n'était pas moi qui les punissais. C'était la vie. Et moi, j'avais choisi la dignité, l'honnêteté, le respect de la volonté d'Henri. Et la vie me rendait la paix. Un soir, 6 mois après mon arrivée à Paris, j'étais sur mon balcon minuscule. Il faisait doux. Le ciel était rose et orange. La ville bourdonnait en contrebas. J'ai sorti l'alliance d'Henri de sous mon pull. Je l'ai tenue dans ma paume. Et j'ai murmuré, « Tu avais raison, Henri. Surtout, il ne méritait pas notre héritage. Mais moi, je mérite de vivre. Et c'est ce que je fais. Je vis, pour nous deux. » Une brise légère a soulevé mes cheveux. Et j'ai souri. Parce que quelque part, je savais qu'Henri me voyait. Et qu'il était fier. La justice n'avait pas été bruyante. Elle n'avait pas été spectaculaire. Elle avait été silencieuse. Comme une graine plantée qui pousse lentement, invisible, jusqu'au jour où elle devient un arbre. Mes fils avaient semé le vent. Maintenant, ils récoltaient la tempête. Et moi, j'avais semé la fidélité. Et je récoltais la liberté. Cela fait maintenant 2 ans que j'ai quitté Lyon. 2 ans que je vis à Paris. 2 ans que j'ai dit au revoir à mes fils. Je suis assise sur mon petit balcon, un verre de thé à la menthe à la main. C'est un dimanche matin de mai. Le soleil brille. Les cloches de Saint-Paul sonnent au loin. Paris s'éveille doucement. J'ai 63 ans maintenant. Mes cheveux sont presque entièrement gris. Je ne les teins plus. J'ai décidé que la vérité était plus belle que le mensonge. Même pour les cheveux. Je regarde ma vie et je réalise quelque chose d'étrange. Je suis heureuse. Vraiment heureuse. Pas de cette joie bruyante, explosive que l'on ressent dans les grandes occasions. Non, une joie calme, profonde, durable. La joie de quelqu'un qui s'est retrouvé. Mon appartement est petit, mais il est à moi. Les murs sont couverts de mes peintures, des toits de Paris, des ciels changeants, des fenêtres illuminées dans la nuit. Mon professeur avait raison. J'ai une histoire dans les mains. Et cette histoire, je la raconte en couleurs. J'ai des amis maintenant. Pas beaucoup, mais des vrais. Marguerite, une femme de 70 ans qui habite l'appartement d'en dessous. Nous prenons le café ensemble tous les jeudis. Elle me raconte ses voyages. J'écoute. Parfois, je parle d'Henri. Elle ne me juge jamais. Il y a aussi Philippe, un veuf de 65 ans que j'ai rencontré au cours de peinture. Il m'a invité au cinéma 3 fois. La première fois, j'ai dit non. La deuxième, j'ai hésité. La troisième, j'ai dit oui. Nous ne sommes pas ensemble, pas au sens romantique, mais nous sommes des compagnons. Nous allons au musée, au théâtre. Nous marchons le long de la Seine en parlant de tout et de rien. C'est simple, c'est léger, c'est exactement ce dont j'avais besoin. Henri me manque encore, tous les jours, mais ce n'est plus une douleur déchirante, c'est plutôt une nostalgie douce,
comme le parfum d'une fleur fanée qu'on garde dans un livre. Je porte toujours son alliance autour du cou. Mais maintenant, je la cache moins. Parfois, quand je sors, je la laisse visible. Les gens la voient. Ils comprennent. Et c'est bien comme ça. Mes fils, je n'ai plus de nouvelles. Aucune. Pas depuis l'appel de Mathieu à l'hôpital. Je ne sais pas où ils sont, ce qu'ils font, s'ils vont bien ou mal. Et c'est difficile à admettre, mais je ne cherche pas à savoir. Ce n'est pas de l'indifférence, c'est de l'acceptation. J'ai accepté que je ne pouvais pas les sauver, que leur chemin était le leur, et que le mien était ailleurs. Parfois, la nuit, je me réveille et je pense à eux. Je me demande si Antoine a trouvé un sens à sa vie au-delà de l'argent, si Julien a appris à aimer sans condition, si Mathieu s'est finalement vu tel qu'il était vraiment. J'espère que oui. Sincèrement, je l'espère. Parce que malgré tout, malgré la douleur, malgré la trahison, malgré l'abandon, il reste de mes fils. Quelque part, dans un coin de mon cœur, il y aura toujours 3 petits garçons qui rient dans un jardin. Mais ces petits garçons n'existent plus. Et je ne peux pas continuer à vivre pour des fantômes. Il y a quelques mois, j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais osé faire. J'ai écrit un livre. Pas un roman, pas une fiction, juste mon histoire. L'histoire d'une femme qui a tout donné à ses enfants et qui a dû apprendre à se donner à elle-même. Je ne sais pas si je le publierai un jour. Ce n'est pas vraiment le but. Je l'ai écrit pour moi, pour poser les mots sur la douleur, pour transformer le chaos en récit, pour donner un sens à ce qui semblait n'en avoir aucun. Et en l'écrivant, j'ai compris quelque chose de fondamental. Cette histoire n'est pas une tragédie, c'est une libération. Pendant 40 ans, j'ai été l'épouse d'Henri. Pendant 35 ans, j'ai été la mère d'Antoine, Julien et Mathieu. J'ai vécu pour eux, à travers eux, en fonction d'eux. Et quand Henri est mort, quand mes fils m'ont rejeté, j'ai cru que ma vie était finie. Mais non, ma vie venait juste de commencer. Parce que pour la première fois en 63 ans, j'étais Faustine. Juste Faustine. Pas l'épouse d'eux, pas la mère d'eux. Moi. Et cette Faustine-là, je ne la connaissais pas vraiment. Je devais apprendre à la découvrir, à l'aimer, à l'écouter. C'est ce que j'ai fait. Et c'est ce que je continue à faire chaque jour. Je suis allée à Venise, seule. J'ai toujours rêvé de voir Venise. Henri aussi. Nous devions y aller pour nos 40 ans de mariage. Mais la maladie en a décidé autrement. Alors, j'y suis allée sans lui. Ou plutôt, avec lui. Parce que je portais son alliance. Parce que je pensais à lui devant chaque canal, chaque pont, chaque façade ocre. « Regarde, Henri », murmurai-je. On y est finalement. Et je sais qu'il me regardait, qu'il souriait. J'ai aussi pris des décisions concernant l'argent. J'aurais pu le garder tout pour moi. Personne ne m'aurait jugé. Mais Henri ne m'avait pas laissé cet argent pour que je le thésaurise. Alors j'en ai donné une partie. À des associations, à des refuges pour femmes battues, à des centres pour personnes âgées, isolées, à des écoles dans des quartiers défavorisés. Chaque don, je le faisais au nom d'Henri et Faustine Laporte, pour que son nom, notre nom, soit associé à quelque chose de bien, à quelque chose d'utile. Et le reste, je l'ai gardé, pour vivre, pour voyager, pour profiter, parce que je le mérite, parce qu'Henri voulait que je le mérite. Un matin, il y a quelques semaines, j'ai reçu une lettre, une vraie lettre, manuscrite, avec un timbre de lion. Mon cœur s'est mis à battre très fort. J'ai reconnu l'écriture. Antoine. J'ai hésité longtemps avant de l'ouvrir. Puis, je l'ai fait. Maman, je sais que tu ne veux plus entendre parler de moi. Je respecte ça. Mais j'avais besoin de t'écrire. Pas pour te demander quelque chose, juste pour te dire merci. Merci de m'avoir dit non. Merci de ne pas m'avoir sauvé. Merci de m'avoir forcé à me regarder en face. Depuis 2 ans, j'ai tout reconstruit. Ma vie, mon travail, moi-même. J'ai fait une thérapie, une vraie. J'ai affronté mes démons. Et j'ai compris. J'ai compris que j'avais gâché la seule chose qui comptait vraiment. L'amour. L'amour de papa. Le tien. Je l'ai jeté par la fenêtre pour de l'argent, pour du confort, pour de l'ego. Et maintenant, cet amour n'est plus là. Et c'est irréparable, je le sais. Je ne te demande pas de me pardonner. Je ne te demande pas de revenir. Je voulais juste que tu saches que ton geste, aussi dur qu'il ait été, m'a sauvé la vie. Parce qu'il m'a obligé à devenir un homme. L'homme que papa espérait que je devienne. Je ne sais pas si tu liras cette lettre jusqu'au bout. Peut-être que tu l'as déjà jetée. Mais si tu es encore là, si tu lis ces lignes, alors sache ceci. Je suis fière de toi. Fière que tu aies eu le courage de nous dire non. Fière que tu aies respecté la volonté de papa. Fière que tu vives ta vie maintenant, sans culpabilité, sans regret. Tu méritais mieux que nous. Papa le savait.
Et maintenant, moi aussi. Sois heureuse, maman. C'est tout ce que je te souhaite. Ton fils, Antoine. J'ai plié la lettre. Je l'ai rangée dans le tiroir où je garde toutes les lettres d'Henri. J'ai pleuré. Mais ce n'étaient pas des larmes de tristesse. C'étaient des larmes de soulagement peut-être, ou d'espoir. Antoine avait compris. Peut-être trop tard pour nous. Mais pas trop tard pour lui. Et c'était déjà ça. Je ne lui ai pas répondu. Pas parce que je ne voulais pas, mais parce que je n'avais rien à ajouter. Il avait dit ce qu'il devait dire. Moi, j'avais fait ce que je devais faire. Notre histoire était terminée. Et c'était bien comme ça. Aujourd'hui, assise sur mon balcon, je regarde Paris s'étendre devant moi. Et je pense à toutes ces femmes qui, comme moi, ont tout donné et qui se sont perdues en chemin. À toutes ces mères qui ne savent pas dire non, qui pardonnent tout, qui s'oublient pour leurs enfants. À toutes ces épouses qui vivent dans l'ombre de leur mari, qui effacent leurs rêves pour les siens. À toutes ces femmes de 50, 60, 70 ans qui pensent que leur vie est terminée parce que leurs enfants sont partis ou parce que leur mari est mort. Je voudrais leur dire non, votre vie n'est pas terminée, elle commence. Il n'est jamais trop tard pour se choisir, pour poser des limites, pour dire non, ça, je ne l'accepte plus. Il n'est jamais trop tard pour respecter ses propres besoins, pour honorer ses propres rêves, pour vivre pour soi. On nous a appris que l'amour maternel était inconditionnel, que les mères devaient tout pardonner, tout accepter, tout donner. Mais on ne nous a jamais dit que cet amour-là pouvait nous détruire, qu'il pouvait nous vider de notre substance, qu'il pouvait faire de nous des ombres. L'amour vrai n'est pas celui qui dit toujours oui, c'est celui qui a le courage de dire non quand c'est nécessaire. Henri l'avait compris, il m'a appris ça, et maintenant, à mon tour, je le transmets. Si mon histoire aide, ne serait-ce qu'une femme à ouvrir les yeux, à comprendre qu'elle a le droit de choisir sa propre vie, alors tout cela aura eu un sens. La douleur, la rupture, la solitude, tout aura servi à quelque chose. Je lève mon verre de thé vers le ciel, vers Henri, vers ce qu'on a été, vers ce que je suis devenu. Merci, mon amour, je murmure. Merci de m'avoir libéré. Une larme coule sur ma joue, mais je souris, parce que je sais que quelque part, dans un monde que je ne connais pas encore, Henri sourit aussi. Et il me dit ce qu'il m'a toujours dit. Sois heureuse, Faustine, c'est tout ce qui compte. Alors je le serai. Pour lui, pour moi, pour toutes les femmes qui attendent encore la permission de vivre. Cette permission, je vous la donne. Vivez, aimez-vous, choisissez-vous, parce que vous le méritez, vous l'avez toujours mérité. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Si cette histoire a touché votre cœur, abonnez-vous et activez la cloche pour entendre d'autres femmes qui ont transformé la douleur en sagesse. Chaque jour, une femme, une leçon de vie. Partagez cette histoire avec quelqu'un que vous aimez. Parfois, une histoire change toute une journée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt.